Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle semaine qui démarre lundi 23 février. Bonjour Gilles Danzmann. Bonjour Valérie. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. C'est quoi le problème avec vous dans un instant? On va revenir sur cette grande enquête de l'IFOP autour du comportement des jeunes adolescents entre 15 et 17 ans. L'IFOP leur a posé un certain nombre de questions autour de leurs relations amoureuses, sur le consentement, sur l'égalité homme-femme et puis sur leur rapport à la religion. On va en parler dans un instant. Et puis nous, tout à l'heure à 10h30 dans les médias, on va parler du salon de l'agriculture, évidemment. Est-ce que c'est un salon apaisé? On en parlera avec Jean-Baptiste Moreau. Et puis vous pouvez nous appeler pour réagir. Alors, on en a beaucoup parlé déjà ce matin à l'antenne de Sud Radio sur cette manifestation, cette marche d'hommage à Quentin de Ranc, avec l'inquiétude de l'ambassadeur des États-Unis et de Giorgia Meloni sur la montée de la violence politique. Beaucoup de questions autour de cet hommage et puis de la responsabilité de la France insoumise. 0826 300 300. Alors c'est quoi le problème, Félix Mathieu, ce matin? Vous êtes parti de cette enquête. Alors on a en plateau avec nous Noé Friedman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé d'études à l'IFOP. Vous êtes en charge de cette étude IFOP qui a été réalisée pour elle sur le rapport des adolescents aux questions de genre et aux relations entre les sexes. Alors Félix, il y a énormément de choses dans cette enquête, extrêmement complète et intéressante, mais vous avez choisi de vous intéresser, évidemment on pourra déborder, à cette question du lien entre la religion et les relations entre hommes et femmes. Oui, avec cette question, est-ce que quelque part le fait d'avoir une affiliation religieuse rend pas les idées un peu plus rétrogrades que les autres sur les questions de rapport homme-femme ou sur les questions de droits des personnes LGBT? L'IFOP a soumis quelques affirmations à des adolescents de 15 à 17 ans en leur demandant s'ils étaient d'accord ou pas avec. Commençons peut-être par la pire, si j'ose dire, ou la plus rétrograde, on va dire, de ces affirmations. Lorsqu'on veut avoir une relation sexuelle avec elle, beaucoup de femmes disent non, mais ça veut dire oui, je cite. Eh bien, 7% des adolescents sans religion ont répondu qu'ils étaient d'accord avec cette affirmation. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal, 7%, ça paraît déjà beaucoup, mais c'est même le double si on prend les jeunes catholiques, 14%, ou les jeunes musulmans, 15%, des jeunes croyants, donc finalement 2 fois plus nombreux que les autres à considérer qu'une femme qui dit non à une relation sexuelle, ça voudrait un peu dire oui. Ça fait quand même un ado catholique ou musulman sur 6 qui répond oui à cette affirmation. Oui, on peut le dire quand même plus que rétrograde, c'est rien de le dire. C'est pas un progrès. Oui, autre affirmation pas très progressiste, on va dire, je cite, pour qu'un couple fonctionne, il vaut mieux que dans le doute, ce soit l'homme qui décide. Eh bien, si on prend les adolescents sans religion, vous en avez 8% qui sont d'accord avec ça, avec l'idée que donc c'est l'homme qui doit décider, 8%. Sauf que si on prend par exemple la question et qu'on la pose à des jeunes catholiques, c'est le double, 17% à répondre oui, je suis d'accord avec ça. Et même si on prend les adolescents de confession musulmane, là ils sont carrément 31% à être d'accord avec cette affirmation, cette idée de l'homme qui doit décider dans le couple. Presque un jeune musulman interrogé sur 3 quand même qui répond être d'accord avec ça dans cette étude. Et puis il y a aussi les stéréotypes homophobes qui reviennent assez puissamment dans cette génération. Exemple, une majorité des jeunes qui se déclarent de confession musulmane et qui sont interrogés, 62% estiment que les homosexuels devraient éviter de montrer qu'ils le sont dans les lieux publics, par exemple en s'embrassant dans la rue. 62%, c'est beaucoup plus que les jeunes sans religion, 21%, ou même que les jeunes catholiques, 33% pour cette idée que les homosexuels devraient plus ou moins rester discrets dans la rue. Idem, presque un quart des jeunes musulmans interrogés jugent les violences contre les homosexuels, je cite, parfois compréhensible. 23% des ados qui se disent musulmans le pensent, contre 15% pour les jeunes qui se disent catholiques et 8% pour les jeunes sans religion. Mais est-ce que finalement, on pourra poser la question à notre invité, est-ce que c'est le rôle de la religion d'être progressiste? C'est-à-dire que les religions ne sont faites que d'interdits. Je ne suis pas sûr que si on demande aux différents, on va dire patrons de la religion, si on demande au pape si on peut, entre garçons, s'embrasser dans la rue, je ne suis pas sûr qu'ils disent allons-y, ou que certains prêtres disent allons-y. Sauf qu'il y a quand même une différence entre les catholiques et les musulmans, visiblement, dans cette étude assez importante dans
dans les chiffres que vous évoquez. Oui, sur la question de ne pas se montrer dans la rue, la différence est assez nette. Bon, après, tout est une question de lecture littérale ou pas de la religion, comme à chaque fois. Est-ce qu'on prend tout au pied de la lettre? C'est évidemment ça aussi la question. Noé Friedman, vous avez participé à cette grande enquête. Vous avez été étonné ou pas de ces réponses? Alors c'est vrai que sur les stéréotypes, certains chiffres sont frappants, pas uniquement sur la religion. Quand on voit le chiffre que vous avez retenu, les homosexuels devraient éviter de montrer qui ils sont dans les lieux publics en s'embrassant dans la rue par exemple. On a près d'un tiers des jeunes de 15 à 17 ans, toute religion confondue, qui sont d'accord avec ce stéréotype. D'autres sont marquants, près d'un jeune de 15 à 17 ans sur 10, 13% pensent que les violences contre les homosexuels sont parfois compréhensibles. Alors, c'est un petit peu plus présent en fonction du niveau de croyance. Chez les croyants religieux, on voit que ça monte à 1 jeune sur 5. C'est vrai. Il y a des écarts selon la religion entre catholiques et musulmans, mais pas sur tout. Par exemple, sur le stéréotype transphobe selon lequel le changement de genre serait un problème psychologique. On a près d'un jeune sur 2 qui est d'accord avec cette affirmation, 43%. C'est à peu près le même niveau chez les catholiques que chez les musulmans, un peu moins chez les athées ou sans religion. Oui, globalement, cette enquête, elle est assez vaste. Elle explore beaucoup de sujets. Les filles ont des garçons. L'image que les filles ont des garçons n'a pas beaucoup changé. Elles les trouvent un peu moins romantiques. Néanmoins, est-ce que vous pensez qu'ils sont un peu plus réactionnaires que les générations précédentes? C'est un peu la question qu'on pose ce matin. Ce que pensent les filles des garçons? Alors, en tout cas, une fille sur 2, plus d'une fille sur 2 pense que les garçons sont machos. En fait, sur cette question, on leur a demandé s'ils étaient d'accord avec le fait avec des adjectifs, si des adjectifs correspondaient aux traits qu'elles se font des garçons. Bon, les adjectifs sont plutôt positifs. Les adjectifs les plus positifs arrivent en tête, comme cool, gentil, ou plus de 8 filles sur 10 sont d'accord avec ces affirmations. Mais par rapport aux mêmes adjectifs qu'on avait demandé en 1999, on voit qu'ils perdent du terrain, légèrement, mais bon, on est à peu près sur les mêmes chiffres. Une fille sur 2 pense que les garçons sont machos, 1 sur 3 pense qu'ils sont agressifs, et 1 sur 4 pense qu'ils sont violents. Ils sont de moins en moins romantiques selon elle, parce que là on a moins 17 points par rapport à 1999. Et ce qui est intéressant sur cette question, c'est de regarder aussi que si ces filles ont un ami, un ou plusieurs amis de l'autre sexe, généralement ils trouvent les garçons plus cool, gentils ou romantiques, alors que si elles en ont pas, elles les trouvent généralement plus... Mais c'est compliqué d'être romantique quand vous rencontrez la personne et que vous avez tout dit sur une appli. C'est-à-dire que quand vous avez rencontré quelqu'un sur une appli, c'est que ça se match déjà entre les deux personnes. Le romantisme, il est très compliqué derrière, d'emmener au restaurant, d'offrir des fleurs ou de partager des choses. Non, la technologie a peut-être changé ces rapports. Alors je ne sais pas si c'est uniquement sur les applis qu'ils se rencontrent, parce que je crois que les applis c'est pas de garage, c'est à partir de 18 ans de mémoire. Mais peut-être que la manière de draguer ou de séduire chez les jeunes a changé par rapport à 1999, ce qui, selon les filles, rend les garçons peut-être moins romantiques. C'était une des questions qu'on a posées, par exemple, sur cette manière de draguer, c'était plus compliqué. Mais sur ce point précis qu'évoquait Félix Mathieu sur l'homophobie ou sur le machisme, est-ce que vous pensez qu'il y a une tendance de fond quand même à ça aujourd'hui, suite à cette enquête que vous avez faite? On constate en tout cas que certains stéréotypes misogynes ou LGBT-phobes sont assez hauts. Tous ceux qu'on a cités, c'est pas uniquement en fonction de l'affiliation religieuse ou du niveau de croyance qu'on voit des différences, aussi selon le positionnement idéologique, on voit que les jeunes qui se situent plutôt à droite ou à l'extrême droite sont d'accord avec ces affirmations. Oui. Oui, Félix. Vous avez interrogé aussi et comparé les réponses, je crois, des jeunes garçons donc de 15 à 17 ans ou des jeunes filles de 15 à 17 ans sur quelque part ce qu'on pourrait appeler le féminisme, l'avenir du droit des femmes. Et je crois qu'il y a un clivage assez net entre des jeunes femmes qui sont beaucoup plus inquiètes sur l'avenir de leurs droits que les jeunes hommes peut-être qui se sentent moins concernés, pour qui tout va bien, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là, en gros. Alors, c'est un peu grossi, mais c'est assez intéressant cette question, ce qu'on leur a demandé, si ces jeunes adolescents de 15 à 17 ans sont féministes ou non.
Alors, dans les réponses, on a 6 jeunes sur 10 qui se disent féministes. On a à peu près les mêmes chiffres chez les adultes. C'est 6 adultes sur 10 aujourd'hui. Mais on voit un clivage assez béant en fonction du sexe. Ouais. Les filles, 3 filles sur 10 se disent féministes, quand pour les garçons, c'est moins d'1 sur 2. On est à 45% des garçons. Les jeunes de gauche aussi se disent plus féministes que les jeunes de droite ou d'extrême droite. Et on a à peu près les mêmes écarts à la question est-ce que vous êtes inquiet concernant la défense des droits des femmes? On a aussi autour de 6 jeunes sur 10 qui se disent inquiets, mais avec une grosse différence selon le genre, où on a moins d'1 garçon sur 2 qui se dit inquiet et près de 7 filles sur 10 qui se dit inquiètes là-dessus. Est-ce qu'il y a une pratique de la religion qui augmente chez ces jeunes? C'est-à-dire que vous avez fait donc ce rapport sur l'implication de la religion chez les 15-17. Est-ce qu'ils sont plus religieux, que ça soit à travers leur pratique ou à travers parfois les réseaux sociaux? Je reviens à ça. Alors je pourrais pas vous dire aujourd'hui parce que c'est pas l'objet de notre enquête. Ouais. D'autres enquêtes de l'IFOP ont pu répondre à ces questions, mais c'est pas celle sur lesquelles j'ai pu travailler. On ne sait pas s'ils sont plus religieux que les jeunes il y a 10 ans. Ou... Ouais. S'il y a une montée de la religion chez les jeunes, ce qui expliquerait aussi les résultats de vos chiffres. Cette enquête, oui, c'était pas le. On s'intéressait sur les rapports entre les sexes. Mais ça fait partie des items. Enfin, quand vous avez un panel, vous demandez effectivement. Mais on a le droit de demander la religion. On peut demander l'affiliation religieuse, le niveau de croyance. On pose d'autres questions sur le positionnement idéologique. Où est-ce qu'ils vivent, et après on peut, en fonction de ces variables, voir par exemple sur ces stéréotypes qu'il y a des différences, ou par exemple sur d'autres variables comme le sexe, qu'il y a des différences sur le féminisme ou la défense des droits des femmes, comme on vient d'en parler. On se retrouve dans un instant. Appelez-nous pour nous dire ce que vous observez chez vos enfants, vos petits-enfants. Est-ce que vous trouvez qu'ils sont plus tolérants, plus ouverts d'esprit dans les relations hommes-femmes? Quel rapport ils ont entre eux? 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. C'est quoi le problème? Eh bien, nous revenons sur cette grande enquête de l'IFOP pour le magazine Elle, qui s'est interrogé sur les relations sur les rapports, des adolescents par rapport aux questions de genre et de sexe. Il y a beaucoup de choses passionnantes sur le consentement, encore une fois, sur la perception que peuvent avoir sur le féminisme aussi, ceux qui se disent féministes ou non. On en parle avec Noé Friedman, chargé d'études à l'IFOP, et vous avez été en charge de cette grande enquête. On a William en ligne avec nous. Bonjour William. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez des enfants? Oui, j'ai un fils de 12 ans. 12 ans. Et alors, déjà, qu'est-ce que vous observez sur les rapports qu'il a avec les filles? Alors, ce que j'ai observé et ce que je trouve relativement intéressant, c'est que depuis tout petit, à l'école notamment, et maintenant au collège, il joue, ou en tous les cas, il fait des activités aussi bien avec les garçons qu'avec les filles. Ouais. Et quand il y a les anniversaires, il est invité chez des garçons, mais chez des filles également. Et je trouve ça plutôt intéressant que dès le plus jeune âge, et que malgré cette barrière du collège, vous savez, où certains groupes vont parfois se former, où les garçons veulent plus jouer avec les filles, etc. Voilà, j'essaie de le mettre toujours dans cette communication, dans cette envie de se dire, si tu as envie d'aller jouer avec un groupe de filles, va jouer avec tes copines. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci là-dessus, et on essaie d'avoir cette ouverture, quoi, ouverture d'esprit. Ça veut tout dire et rien dire, bien évidemment, mais il faut que ça se factualise à des moments. Et voilà, moi je trouve que cette partie de sa personnalité, et que j'essaye en tous les cas d'accompagner, c'est de se dire il n'y a pas d'âge en fait, il n'y a pas de jeu de garçon, jeu de fille. Surtout à 12 ans, on peut très bien passer un anniversaire avec chez une copine, chez un copain, passer l'après-midi avec un copain, une copine. Vraiment que cette envie d'être dans l'échange, et que ce serait tellement triste à 12-13 ans de se mettre des barrières là-dessus, sur les activités ou sur l'envie de passer du temps avec des garçons ou des filles. Et vous estimez que ça a changé par rapport à votre génération, à votre époque?
Alors à cet âge-là, je trouve pas, parce que je repère un peu les mêmes groupes, un peu. Vous avez ceux qui vont rester ouverts à dire, même si j'ai 12-13 ans, je suis pas embêté pour jouer avec des plus grands, des plus petits, que ce soit des garçons ou des filles. Et puis vous avez toujours ces groupes où voilà, c'est quelques copains là qui eux sont plutôt dans le truc. Nous on reste entre garçons, on reste entre mecs. J'ai un peu l'impression qu'il y a le même fonctionnement. Ça joue moins au foot qu'avant, je trouve, au collège, ça joue moins au ballon. Ça par contre c'est une réalité. Je trouve que il y a moins d'activités, vous savez. Allez, on jette un ballon à la récré, et de la 6e à la 3e, et même les lycéens, dans les mêmes cours de l'époque, mais tout le monde joue ensemble. Ça, je le vois beaucoup moins par contre. Ouais. Et est-ce que vous avez trouvé que la religion était plus présente chez nos jeunes ? Alors là, moi, je le vois pas forcément. Moi, j'en parle librement avec mon fils en tous les cas. On en parle librement. Vous lui dites quoi ? Voilà. Alors, nous, on est une famille. Alors, sa maman, elle est un petit peu plus pratiquante, on va dire. De quelle religion ? Alors, elle est catholique. Voilà. En revanche, elle vient d'une île du Pacifique où ils sont un petit peu plus pratiquants. Voilà, elle va à l'église pour les fêtes, etc. Mais nous, voilà, on peut en parler librement avec l'enfant. Lui, il est dans un collège privé, donc je trouve que c'est quand même assez léger. Vous savez, maintenant, il y a le choix pendant la scolarité d'être directement sur ce qu'on appelle le catéchisme, catéchèse, qu'on a connu dans les écoles privées, où maintenant on est plutôt sur ce qu'ils vont appeler la culture religieuse. C'est-à-dire qu'ils sont sur de l'échange. Toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu comprends là-dessus ? Comment tu ressens les choses ? Comment tu vois les choses ? Comment tu vois le vivre ensemble ? Voilà, il y a ce choix-là, et c'est vrai que moi je vais laisser le choix. Et lui, il est plutôt parti sur cette partie culture religieuse, de voir ce qui se fait, d'être dans l'échange, de discuter. Et je trouve que c'est plutôt bien orienté, parce que ça les emmène aussi un petit peu à réfléchir par eux-mêmes, et ça les amène à poser les questions. Ouais, alors, Valérie, vous avez vu que dans l'enquête de l'IFOP, il y a les jeunes religieux, alors ils sont plus âgés, 15 ans, 17 ans, qui sont choqués s'ils voient deux garçons de s'embrasser. Quel regard vous avez là-dessus, si vous voulez répondre à cette question? Mais on a un auditeur, on en profite. Oui, bien sûr, j'y réponds avec. C'est toujours un plaisir de réagir avec vous. Alors, moi aujourd'hui, il a 12 ans. Lorsque je vois notamment, on va prendre l'exemple de la télévision, parce que dans la rue, c'est pas non plus commun. On croise pas des couples qui s'embrassent, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels. Il faut pas non plus, diaboliser ce qui se passe dans les rues. Sur cette partie-là, en tous les cas, moi je croise pas des couples qui s'embrassent à longueur de journée. En revanche, sur la partie que ce soit médias, ou télévision ou cinéma. C'est vrai que si j'ai pu voir le film avant lui, en général je le fais quand je sais qu'il y a ça, mais je fais pas forcément la différence aujourd'hui. Il a que 12 ans, donc même si je vois un couple hétérosexuel que je sais qu'ils vont se déshabiller, qu'il va y avoir une scène, qu'elle soit de sexe ou ne serait-ce que de caresses, de choses comme ça, moi je trouve qu'à 12 ans c'est un petit peu jeune, que je sois hétérosexuel ou pas d'ailleurs. Là je suis vraiment plutôt sur une protection par rapport à l'image. À 12 ans ils savent la question comment on fait les bébés, ça y est, elle a été posée. Vous savez ce que voilà, la question est voilà, depuis 8-9 ans, 10 ans, il vous la pose. Mais c'est plutôt une protection par rapport par rapport à l'image en général, en faisant petit à petit, en le faisant mûrir avec leur âge, en n'allant pas plus vite que prévu. Maintenant, on va pas se faire, se cacher la vérité. Ils en parlent avec les copains et les copines aussi. Bien sûr. C'est vrai que l'influence des copains, elle est aussi assez importante. Merci en tout cas, William, de nous avoir appelé, d'avoir témoigné. Comment on réalise une enquête comme celle-là ? Il faut demander l'autorisation des parents quand on parle à des mineurs. Parce qu'il y a des choses très, très précises quand on regarde l'enquête, je dis pour nos auditeurs, donc il y a l'âge, la situation, l'orientation sexuelle, la situation de couple, le mode de vie chez les parents, vie en dehors de chez les parents. Question très personnelle et très précise. Comment on fait une enquête comme celle-là ? Alors en fait, on envoie les questionnaires en demandant aux parents de laisser leurs enfants répondre directement. D'accord. C'est un questionnaire auto-administré en ligne, donc sur Internet ou téléphone, et où ils répondent sur leur téléphone. Alors l'adulte a pu peut-être répondre.
Non, c'est en principe, c'est les jeunes qui répondent. Les jeunes qui considèrent qu'une femme mariée doit prendre le nom de son mari. Alors, les garçons, 44%, les filles, 33%. Il y a des sujets sur lesquels il y a des vraies différences. Et puis, il y en a d'autres, lesquels ils se retrouvent un peu plus. Les jeunes qui considèrent que les féministes ont la haine des hommes. 41% des garçons. C'est 37% des filles. Là, c'est un petit peu plus homogène. La défense du droit des femmes, les femmes sont les jeunes filles sont beaucoup plus inquiètes que les garçons. Il y a quand même des vraies différences de réponse entre les deux sexes. Hein. Sur certaines questions, oui. Alors surtout sur les questions politiques concernant le féminisme. Ouais. Et là, sur la phrase dont vous avez parlé, c'est assez intéressant, sur la phrase « les féministes ont la haine des hommes ». Ouais. On a un taux d'adhésion sur l'ensemble des jeunes de 15 à 17 ans de 39%. Ouais. Et à la question qu'on avait posée un peu plus tôt sur « est-ce que vous êtes féministe ou non ?», on a 39% aussi des jeunes de 15 à 17 ans qui répondent qu'ils ne sont pas féministes. On a les hommes ou les femmes au global. D'accord. Les femmes de 15 à 17 ans. Toutes religions confondues. Toutes religions confondues. Sur l'échantillon complet, on a les 2 fois 4 jeunes sur 10 qui pensent à la fois ne pas être féministes et que les féministes ont la haine des hommes. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette enquête ? Plusieurs choses. Alors, ce que disait l'auditeur était assez intéressant sur le fait que les jeunes avaient beaucoup d'amis de l'autre sexe. C'était une question qu'on a posée. Et c'est vrai que 90% des jeunes déclarent avoir un ami de l'autre sexe. 83 déclarent en avoir même plusieurs. Ouais. Mais même si filles et garçons se fréquentent beaucoup, ce qui est assez marquant, c'est que sur certaines questions politiques, ils ne s'accordent pas. Sur le féminisme, sur la défense des droits des femmes, comme on a vu. Sur d'autres, ils sont assez d'accord sur des questions plus personnelles. Par exemple, celle qu'on a mis en avant au début sur le désir d'enfant. C'est assez marquant parce qu'ils ont à peu près les mêmes réponses. On a 6 jeunes sur 10 qui souhaitent avoir des enfants. Et ce qui est intéressant sur cette question, c'est que l'IFOP avait mené une enquête il y a 40 ans, en 1984, sur ces mêmes adolescents. Sur les adolescents de l'époque, de 15 à 17 ans, et on avait 8 jeunes sur 10 qui disaient vouloir avoir des enfants, et là, il y a eu un baisse de 20 points sur cette question, et c'est un chiffre assez marquant. Enfin, on a le même exemple, des adultes qui divorçaient, on avait des exemples aussi de nos parents qui vivaient ensemble toute leur vie, aussi. Ça reste toujours majoritaire. Félix finalement. Oui, les jeunes qui veulent des enfants, ça reste toujours majoritaire, mais moins largement qu'avant finalement. Moins largement, oui, ça c'est un des éléments intéressants. On a pu percevoir dans le débat public, dans le discours ambiant, après ces dernières années, après ce qu'on a appelé la libération de la parole, MeToo, etc. On a pu parler d'une génération globalement plus progressiste, peut-être plus acquise au discours sur l'égalité femmes-hommes. Certains parleront même de génération woke, déconstruite, que sais-je. D'un autre côté, on a ce sentiment inverse quand on voit le rapport sur la pratique religieuse qui peut aller de pair avec un certain conservatisme. S'il fallait retirer un peu la substantifique moelle de tout ça de votre étude, est-ce que les 15-17 ans, les ados d'aujourd'hui sont plus conservateurs ou plus progressistes qu'il y a 15-20 ans finalement ? Est-ce qu'on le sait ça ? Alors, ces adolescents ont grandi avec MeToo, parce que MeToo est le hashtag a été popularisé en 2017. Ils avaient entre 5 et 7 ans, donc toute question de rapport à la séduction, à l'amour, ils ont grandi avec, notamment sur la question du consentement. On voit que la notion est acquise pour eux. 96% des jeunes considèrent que le consentement est indispensable. Alors c'est intéressant parce que la définition du consentement l'est un peu moins, parce qu'on a vu dans les stéréotypes qu'ils répondaient à, de mémoire, 11%, que lorsqu'on veut avoir une relation sexuelle avec elle, beaucoup de femmes disent non, mais ça veut dire oui. Donc, s'ils sont d'accord avec la notion, avec la définition, c'est pas toujours le cas. Et s'ils ont grandi avec MeToo, on voit que c'est pour eux un sujet en débat, notamment sur la question de la séduction. On voit que c'est une jeunesse assez coupée en deux là-dessus. 50% considèrent que c'est devenu plus compliqué de draguer depuis MeToo qu'avant MeToo. Et 50% pensent le contraire. Donc c'est un point intéressant. 50% de quoi? Des garçons? Des jeunes adolescents. Des jeunes en général. D'accord. Chez les garçons, c'est un peu plus élevé. On a 56% des garçons qui pensent que c'est devenu plus compliqué. Mais les filles pensent aussi que c'est compliqué de draguer un homme? Un peu moins que les garçons. 44%, mais
on n'est pas sur un gender gap très, très important. Merci à vous, Noé Friedman, d'avoir Merci été avec nous, chargé d'études à l'IFOP. Donc cette étude IFOP pour elle, sur le rapport des adolescents aux questions de genre, c'est passionnant. Et ça dit beaucoup de choses, effectivement, sur cette génération. Merci à vous. Dans un instant, on se retrouve pour commenter l'actualité. Et à 11h, on reviendra sur la marche d'hommage à Quentin de Ranc, avec l'inquiétude de pays étrangers comme les États-Unis et l'Italie. À tout de suite. Et moi, je vais vous parler. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Tous les jours de 16h à 17h, retrouvez C'est votre avenir sur Sud Radio. Valérie Expert. Bonjour à mes invités qui sont là, prêts à débattre. Kevin Bossuet, bonjour. Directeur, pas encore. Ah, pas encore. Diplômé en histoire contemporaine. Vous êtes le bienvenu. Mehdi Raïch, analyste politique. Bonjour. Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie. Ancien agriculteur, ancien député. Bonjour à vous. Bonjour, et prof en lycée agricole depuis peu. Ah, bon, bravo. Et puis vous étiez au salon d'agriculture ce c'est week-end. mon 30e, oui. Voilà. Donc, j'espère que vous n'avez pas donné des coups. Non, moi je joue au rugby et donc je donne des coups sur un terrain de rugby parfois, mais c'est tout. Et vous allez nous dire si c'est un salon apaisé, ce que vous avez perçu de ce salon de l'agriculture et et de l'humeur des agriculteurs. Et puis Anthony Martin Smith, bonjour. Merci Valérie, d'être bonjour avec tout le monde. nous, animateur sur Sud Radio. Faut que ça change. Et vous avez été sportif de haut niveau. Bon, j'essaie de l'être encore. Ouais, encore. Ouais, toujours. Vos judo. Judo paralympique, oui. Voilà. Un petit mot quand même sur la cérémonie des Jeux Olympiques. Ça fait partie de vos sons. Non, ça fait partie de mes sons. J'ai failli vous mettre la Marseillaise. Non, mais il fallait mettre l'hymne italien. J'ai trouvé que cette cérémonie était exceptionnelle. Moi, j'ai adoré. Ouais. Comparativement à celle qu'on a eue à Paris 2024, Absolument. qui était une espèce de teuf à ciel ouvert, là c'était vraiment très bien travaillé. Moi j'ai eu un coup de cœur, c'était vraiment la fierté d'un pays. Enfin, pardon, certains vont m'accuser d'être peut-être un peu rétrograde, fasciste, peut-être, mais c'était la tradition italienne, c'était l'opéra, c'était Verdi, c'était Puccini, c'était des costumes, c'était la fierté, la tradition. J'ai trouvé ça, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, je n'ai pas vu, mais ça donne envie de voir. C'est incroyable. Franchement, incroyable. Les visages sur le sol. Ça donne envie de voir. Vous l'aviez peur. Non, mais c'est vrai que c'était, ça changeait un petit peu de. Oui, ils ont mis les visages des Italiens qui représentaient l'Italie. Il y a eu, c'était vraiment magique. Moi, je l'ai trouvé magique cette cérémonie. Oui, moi aussi. Bon, voilà. Donc c'était le petit lien avec le sportif qu'est Anthony. On va revenir sur la marche hier. Oui, c'était hier avant-hier, de Quentin de Ranc, hommage à Quentin de Ranc, avec Paris qui convoque l'ambassadeur américain. C'est une marche sans heurts particulier, néanmoins beaucoup de questions autour des liens entre la jeune garde et la France insoumise, toujours la question de la responsabilité du député Arnaud, et puis on parlera du Mexique avec vous, Mehdi Raïch, avec ces histoires, avec ces images assez incroyables, cette violence après la mort du patron d'un cartel. On commence avec votre zapping. Et oui, le petit pas de côté du matin entre 10h30 et 11h. Alors en ce moment, évidemment, il y a le salon de l'agriculture, mais il y a aussi la grande distribution qui négocie les prix avec ses fournisseurs. Alors une négociation très difficile dénoncée par Annie Genevard, notre ministre de l'Agriculture, qui a déclaré un chantage mortifère. Mais vous allez voir que la grande distribution a trouvé une petite astuce pour pas être sous le coup de la loi française. Ils négocient avec des centrales qui sont où ? À l'étranger, exactement. Reportage du 20h de France 2. Pour garnir leurs rayons, les grandes surfaces se sont alliées dans des centrales d'achat. Cela leur permet d'être plus puissantes et de faire baisser les prix. Et lorsqu'elles négocient face à leurs plus gros fournisseurs, les discussions se passent à l'étranger. Pour Carrefour et Coopérative U, c'est à Madrid. Leclerc, à Bruxelles, et Intermarché, Auchan et Casino ont rejoint la centrale d'achat Everest à Amsterdam. Les centrales se fichent de la réglementation française. Nous, on se force à respecter la loi française. Donc à partir de ce moment-là, ils doivent aussi la respecter. Nous, c'est ce qu'on leur dit. Et vous dites quoi quand vous dites ça ? C'est pas leur sujet. Nous, on va par exemple à Amsterdam. À Amsterdam, il n'y a pas de loi française. Nous avons réussi à nous procurer le contrat que la centrale d'achat d'Intermarché, Auchan et Casino envoie à ses fournisseurs. On peut y lire en effet: ce contrat doit être régi et interprété conformément aux lois des Pays-Bas. Avec cette précision, tous
Tous les litiges seront exclusivement soumis au tribunal compétent à Amsterdam. Voilà, peut-être vous faire réagir, Jean-Baptiste Moreau. Je connais bien le secteur, parce que j'ai été rapporteur d'Egalim et j'ai discuté avec la grande distribution, parce que j'étais agriculteur surtout pendant 17 ans, donc je connais bien ce psychodrame des négociations commerciales. Déjà, il faudrait supprimer les négociations commerciales tout court, parce qu'on est le seul pays où ça existe, et on est le seul pays où les relations commerciales se passent aussi mal entre le monde agricole, agroalimentaire et la grande distribution. Donc il faut se poser les bonnes questions. Moi j'avais essayé de le supprimer en 2018, mais c'était retrouvé tout seul, parce que les politiques manquent de courage et manquent de vision globalement. On y reviendra tout à l'heure sur le salon. Là-dessus, c'est partiellement vrai ce que dit ce reportage. Oui, il y a des centrales d'achat européennes, mais elles ne concernent ni les PME ni les ETI, et surtout, elles ne concernent pas les produits qui sont fabriqués en France par des entreprises françaises pour être commercialisés sur les produits français. Elles concernent essentiellement les multinationales qui, elles, vont négocier effectivement avec les groupes européens à Bruxelles, à Amsterdam ou à Madrid. Mais les PME et les industries agroalimentaires franco-françaises, elles ne négocient pas à Amsterdam avec Intermarché, en connaissance de cause, parce que je travaille avec Intermarché, mais elle négocie en France. Donc oui, il y a des abus, bien évidemment, de la grande distribution qui parfois fait n'importe quoi et qui a fait n'importe quoi. Mais il y a une législation qui est quand même très stricte aujourd'hui, et on peut pas dire non plus tout et n'importe quoi sur le rôle de la grande distribution. Il y a aussi des industries agroalimentaires qui jouent pas le jeu avec le monde agricole. De toute façon, le dindon de la farce, à la fin, c'est toujours le monde agricole, quel que soit le responsable. Mais voilà, ce type de reportage m'agace un peu, parce que c'est souvent très partiel et très anglais et pas très objectif sur la façon dont c'est traité. Ça parlait global, c'est-à-dire que, alors je suis pas là pour défendre le sujet de France 2, mais comme j'en ai mis qu'un passage, derrière, ça expliquait que c'était plutôt sur Coca-Cola, les gâteaux, les produits surgelés, etc., où là, les négociations, ils ont le couteau sous la gorge. Un exemple très précis, sur la parfumerie, par exemple, vous avez L'Oréal, pour pas le citer, qui vend ses produits en France le double de ce qu'il les vend en Allemagne, pour exactement même produit fabriqué dans la même entreprise, juste parce que les pouvoirs de négociation de la grande distribution sont plus forts d'un côté ou de l'autre, et parce que le consommateur allemand est pas prêt à payer les produits de beauté le même prix qu'en France. Mais il se fait le double de marge en France par rapport à l'Allemagne. Donc ça, ces centrales d'achat européennes, elles ont pour but justement d'uniformiser sur le territoire européen et sur le marché commun le prix de ces produits qui sont produits par des multinationales sur lesquels on va pas pleurer aujourd'hui. Les négociations, comment on fixe les prix ? Comme partout ailleurs en Europe, c'est-à-dire c'est des négociations au fil de l'eau, avec des contrats à passer, voire des contrats pluriannuels, ce qui permettrait de lisser dans le temps et d'avoir plus de visibilité pour le monde agricole. Alors que là, tous les ans, c'est le psychodrame permanent du mois de septembre au mois de mars, et ça se termine souvent la dernière semaine de février, ou la première de mars. Et c'est totalement un psychodrame totalement débile qui ne sert ni les agriculteurs ni les consommateurs. Oui. Bon avis. Je ne suis pas aussi technique que Jean-Baptiste sur le sujet, mais moi j'avais juste une question. Pourquoi ils n'ont jamais cherché à supprimer ? Je veux bien que ce soit un manque de volonté politique, mais quel est l'intérêt à ne pas supprimer justement à faire en sorte que ces négociations s'arrêtent et qu'on soit, comme tu dis, en pluriannuel? C'est totalement irrationnel, en fait. C'est que le monde agricole a peur, et le monde agroalimentaire a peur que sans cadre, ce soit encore pire. Sauf que ce qu'on regarde en Allemagne, en Espagne, ça n'existe pas, et les négociations se passent plutôt mieux pour le monde. La réalité des choses, c'est que le monde de l'industrie agroalimentaire a perdu beaucoup de marge ces dernières années dans ces négociations, et a laissé beaucoup de plumes, et n'a plus les capacités d'investissement qu'il devrait avoir, ce qui explique aussi le recul de la balance commerciale, parce que l'industrie agroalimentaire n'a pas suffisamment investi, parce qu'elle n'avait pas les moyens les années passées. Donc voilà, mais c'est irrationnel, c'est un peu irrationnel. Moi je comprends pas juste pourquoi ils vont à Amsterdam. Anthony Martin-Smith. Qu'est-ce qu'ils cherchent à fuir exactement? Il fuit rien du tout, parce que oui, mais la manière dont ce reportage est présenté, il fuit quelque chose. On nous donne le sentiment qu'il fuit quelque chose. C'est pas vrai. Et c'est d'ailleurs ce que dit la ministre Annie Genevard. C'est pas vrai. Voilà. C'est pas vrai. Le droit français, les règles, notamment d'Egalim, elles sont respectées par les distributeurs français. Donc ils cherchent juste une place neutre en Europe. Une place neutre pour négocier au niveau européen, parce que c'est au niveau européen, les produits vendus par des multinationales comme Coca ou comme les autres, qui vont pour avoir un prix uniforme sur toute l'Europe. Et pas uniquement un prix en France, un prix en Allemagne, un prix en Espagne. Donc je serais moins bête, merci. J'espère bien. Juste une question sur les œufs. Pourquoi il n'y a plus d'œufs dans les supermarchés? Mais quand je dis plus d'œufs, Donald Trump les a pris aux États-Unis. Non, mais il y a zéro œufs. Il y a zéro œufs en ce moment. Et j'entendais ce matin qu'il y avait des œufs ukrainiens et polonais de poules élevées en cage. Mais bien sûr, mais parce que bon, sur les produits transformés, ça fait longtemps qu'il y a des œufs qui viennent de partout. Mais sur les œufs frais, jusqu'à présent, effectivement, c'était des œufs essentiellement
essentiellement français. Mais le problème, c'est que quand vous voulez monter un poulailler avec des poules pour pondre des œufs, il vous faut à peu près 1 an et demi à 2 ans, le temps que les associations qui se sont montées aient épuisé tous les recours administratifs contre le fait de monter un poulailler, parce qu'un poulailler c'est mâle par essence et ça cause des nuisances, ce qui n'est pas vrai du tout. Mais toutes les associations bien-être animal et compagnie vont épuiser tous les recours, donc il faut 2 ans pour monter un poulailler. Donc je peux vous dire qu'aujourd'hui, 7 magasins sur 10 ont des œufs de poules élevés en cage. Typiquement, moi j'en ai un. J'ai 2 jeunes agriculteurs qui ont voulu en monter un. Ils ont fini par abandonner le projet en Creuse parce que c'était trop compliqué et que ça coûtait trop cher à monter le dossier. Voilà, mais c'est une catastrophe. On continue, Gilles. Oui, c'est des règles européennes ou françaises? Franco-françaises là pour le coup. Là, on est bien franco-français. Donc c'est nous qui nous empêchons. On se met des gros boulets aux pieds au niveau de notre agriculture et de notre production. Oui, ça c'est clair. On parle souvent, Valérie, des cyberattaques des hôpitaux ou des grands groupes. Alors désormais, il y a un phénomène, ce sont les PME qui sont attaqués et eux aussi, on leur fait du chantage à la rançon. C'est de plus en plus fréquent et évidemment, ils n'ont pas les moyens forcément de se défendre comme un hôpital ou autre. Il y a de plus en plus d'arnaques. Nicolas Dubar est loin d'imaginer le cauchemar qu'il s'apprête à vivre. Aucun ordinateur ne s'allume. Tout le système informatique de sa PME qui fabrique des barbecues a été piraté. Donc si on recevait des commandes de la part des clients, on n'était pas au courant. L'attaque se propage jusqu'au cœur de l'entreprise. Ce jour-là, tout s'arrête. La ligne de production ne démarre plus. Rien ne s'affichait. J'avais beau aller dans tous les plannings, il n'y en avait aucun qui s'affichait. On ne peut pas croire qu'une petite PME va être impactée. Des grands groupes, oui, mais on a l'impression que c'est que dans les films que l'on voit ça et pas dans une entreprise de 50 personnes. C'est pas possible. Rapidement, les hackers entrent en contact avec l'entreprise et demandent une rançon, 100 000 € pour récupérer les données. Et pour mettre la pression, ils envoient cette vidéo, une musique stressante et un échantillon des documents volés, les passeports des salariés, des documents financiers. Tout y passe. Il y a une rançon, on se pose la question. Ah ouais, tu veux pas? Non. Mais tu te poses la question, quoi. Voilà. L'entreprise refuse de payer. Les pirates mettent leurs menaces à exécution. Alors tous les RIB, tous les cartes d'identité, tous les passeports, tous les fiches de paye de tous les employés ont été publiés sur Internet parce qu'il n'a pas voulu payer. Il y a de plus en plus de PME. On peut rien contre ces cyberattaques et de plus en plus de PME payent. Lui, pour tout changer son réseau, ça lui a coûté 200 000 €. Ouais. Peut-être il aurait mieux fait de payer, mais dans ce cas-là, vous financez d'autres pays et l'argent en Russie ou autre. C'est un vrai souci. Kevin, monsieur ? Oui, c'est un vrai souci. C'est de la délinquance moderne et c'est vrai que c'est extrêmement effrayant. Il y a eu récemment des données fiscales qui ont été dévoilées, notamment sur Internet. Et c'est vrai, c'est extrêmement effrayant. Ce sont des données qui normalement sont extrêmement confidentielles et le fait que finalement nos données personnelles puissent comme ça fuiter sur Internet, en effet, ce n'est pas rassurant. Et le fait que ça touche des PME, des gens qui ne peuvent pas payer, des gens qui sont vraiment pris de court face à ce genre de choses, en effet, c'est extrêmement inquiétant. De toute façon, on avait déjà abordé le sujet, il me semble, la semaine dernière, mais il y avait déjà le sujet des fuites dans des grandes institutions. On parlait de Pôle emploi. Voilà. Puis maintenant, ça touche des petites entreprises. On sait très bien qu'elles n'auront pas les moyens de se défendre. Donc, c'est une manière facile de se faire de l'argent. Quand vous avez les moyens de faire du hack, et c'est pas forcément ce qui est le plus compliqué, vous ciblez des entreprises, des petites entreprises qui vont devoir soit payer, soit se dire, écoutez. Mais est-ce que vous voyez des mesures dans toutes ces attaques du gouvernement? Non. Moi, je vois pas comment on peut contrer. C'est de la délinquance numérique. Ils sont toujours en avance sur vous et la législation sera toujours en retard sur eux par définition. Donc c'est assez compliqué. C'est surtout une manière de se défendre numériquement et franchement je vois pas de solution législative. Les PME n'ont pas les moyens de se payer des réseaux de cybersécurité. C'est trop compliqué là, c'est financier. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, on continue votre zapping, les sujets qui ont retenu votre attention, Gilles. J'aurai un sujet décalé après. Mais pour l'instant, je voulais vous parler, c'est peu présent dans les médias, mais c'est quand même quelque chose d'important, comme le Mexique, vous allez en parler tout à l'heure. Ouais. C'est la longue agonie de Cuba, jour après jour. À Cuba, ils sont sans pétrole. La Russie et le Venezuela tiennent la main sur Cuba. Que va devenir Cuba et sans ressources? Et les autres pays sont silencieux. Dans les rues et les parcs de la Havane, ces montagnes de déchets. Les camions poubelles ne passent plus, faute de carburant. Chaque jour à Cuba, la pénurie d'essence pèse un peu plus lourd sur la vie quotidienne. Les prix de l'alimentation ont flambé.
Nous payons 2 à 3 fois plus cher pour nous réapprovisionner et satisfaire les clients. Et dans les quartiers plus populaires, les produits viennent même à manquer. Cette épicerie est vide, elle est vide, il n'y a rien. Regardez, l'épicerie n'a rien. Là où ils vendent de la nourriture, il n'y a rien, seulement du sel. Même constat dans les pharmacies. Il n'y a rien, même pas du paracétamol. Face à la crise, le gouvernement communiste cubain a annoncé hier une mesure inédite. Les entreprises privées vont pouvoir importer elles-mêmes du carburant. C'est la fin d'un monopole de l'État. Certaines entreprises privées sont déjà très avancées dans ces démarches pour importer du carburant. Donc j'espère que dans les prochaines semaines, cela deviendra une réalité. Donald Trump est-il en train de tuer Cuba ? C'est déjà un pays qui ça fait un moment. Il a dit le mot magique communiste, je pense. Donc c'est ne serait-ce que la logique là-bas. Par contre, ça me fait penser à un sujet franco-français qui touche à Cuba sur l'alliance bolivarienne. On parlait beaucoup de Jean-Luc Mélenchon vantait beaucoup le système de santé cubain. Ouais. On voit bien que c'est complètement catastrophique et personne ne veut vivre à Cuba aujourd'hui. Donc quand on voit l'état de Cuba, je suis pas du tout surpris de la situation. C'est un pays qui est totalement isolé du monde aujourd'hui. Il est totalement, c'est un peu comme la Corée du Nord finalement. Donc c'est peut-être un paradis terrestre pour y habiter en termes de paysage. Mais par contre, pour ce qui est d'y vivre en tant qu'humain, je pense que c'est une catastrophe. Oui, ça fait un moment. Hein. Ça fait un moment, c'est le fruit du communisme, des gens qui nous prétendent que les pauvres seraient moins pauvres dans une forme de lutte des classes qui finalement produit de la pauvreté. Donc on voit qu'en effet qu'aujourd'hui Cuba est complètement isolé, que les gens sont extrêmement pauvres, que les gens n'arrivent pas à répondre à leurs besoins les plus primaires. Donc on a encore un exemple de ce que c'est que le communisme et le fait qu'un pays communiste s'ouvre ainsi notamment aux entreprises privées et remette en cause un monopole, ça en dit long sur ce qu'est devenu cette idéologie. Oui, et puis pour revenir à mon domaine de prédilection, l'agriculture cubaine est complètement ruinée. Enfin, aujourd'hui, ils sont totalement dépendants de l'étranger pour se nourrir parce que en collectivisant, de toute façon, le communisme n'a conduit qu'à des famines au niveau agricole et à la pauvreté généralisée des agriculteurs. Mais il faut se souvenir de Jean-Luc Mélenchon au moment de la mort de Fidel Castro. Quand il avait fait cette litanie. Cette longue, c'est cette litanie, c'était absolument fascinant et au final, personne ne veut vivre à Cuba. Donc on a une fascination. Il y a une image romantique, Che Guevara. De ce qu'est Che Guevara, le castrisme de manière générale. Mais quand on y est, on n'a pas du tout envie d'y vivre. Mais c'est vrai que ça a été un pays. Enfin, il y a eu quelque chose au départ et puis après, ça a été complètement. Et c'est toujours la même dévoyé. chose. C'est toujours la même chose dans ces pays-là. À un moment, quand vous avez une junte qui est au pouvoir, elle ne lâche jamais le pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer, à votre avis, les États-Unis, Tony Martin Smith, on voit bien qu'effectivement, Donald Trump a un œil, plus qu'un œil sur Cuba. Il a un œil sur Cuba, comme il a un œil sur ce territoire dont je n'arrive même pas à retenir le nom, norvégien, après le Groenland, le Canada. On voit qu'il a une politique expansionniste et qu'il est prêt à étouffer la population locale pour qu'elle se rebelle face au pouvoir en place pour peut-être en installer un nouveau. C'est probablement ce qu'il essaye aussi de faire en Iran. Il en a rien à foutre du bien-être de la population cubaine. Mais comme en Iran. Ni en Iran, ni au Venezuela. Que ce soit d'autres dictatures qui prennent la place, c'est pas son problème du moment qu'elles le servent. On parlait du Mexique, c'est plus ou moins ce qu'il est déjà en train de préparer. À bas bruit. Mais oui, c'est comme en Iran, le peuple iranien est assez peu mentionné. Il n'est plus mentionné. Il n'est plus mentionné du tout dans les préoccupations. Et vous avez vu, Valérie, que les manifestations avaient repris en Iran hier. Les étudiants sont de nouveau dans la rue et manifestent de nouveau. Bon, alors, hors micro, vous m'avez dit, vous n'avez pas de sujet léger. Alors, je vais faire un sujet. Non, je parlais pas de vous. Un petit sujet léger. Alors, j'attendais pour ce sujet d'avoir 4 mâles alpha autour de cette table. Je vous emmène au Japon. C'est bientôt au mois de mars. Vous savez, c'est la journée de la femme. Et là-bas, au Japon, qui est-ce qui gère l'argent? Ce sont les femmes. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ce modèle, si vous seriez prêt à suivre le modèle japonais. Au Japon, les hommes donnent l'intégralité de leur salaire à leurs femmes. Elles leur versent ensuite de l'argent de poche pour leurs dépenses personnelles. C'est une tradition appelée okozukai qui existe depuis l'après-guerre. Dans beaucoup de familles japonaises, c'est la femme qui gère les finances du foyer. Elle paie les factures, gère les dépenses courantes, l'épargne et donne ensuite un petit montant chaque mois à son mari pour ses besoins personnels, déjeuner, sorties et petits achats. Ce système permet une gestion rigoureuse du budget et favorise l'épargne, même si certains hommes trouvent leur argent de poche un peu limité. J'adore.
Ça vous plaît? Ah ouais, moi ça me plaît beaucoup parce que on est dans une société qui a toujours fonctionné sur l'homme qui décide de tout, l'homme qui pense à tout, qui vient à tous les besoins de la famille. Et en fait, là, c'est un modèle totalement inversé. Moi, vous savez, on le disait en début d'émission, je suis judoka, donc j'ai l'esprit japonais, en tout cas, qui m'habite. Ça me choque pas du tout. Si en tout cas, là-bas, le modèle fonctionne, tant mieux. Je suis pas sûr qu'ici, ça prendrait beaucoup. Je le regrette parce que nos femmes ont énormément souffert à travers toutes ces décennies de domination masculine. Ouais, peut-être que... Et vous voyez dire à votre femme, j'ai besoin de 20 € ce matin. Et pourquoi pas? En fait, vous voyez, quand vous avez des gars qui, je ne jette absolument pas l'opprobre sur qui que ce soit, mais qui vont dilapider l'argent de la famille au casino ou dans des jeux d'argent et de hasard, et qui ne le font pas en bon père de famille sur la gestion financière, bah, si la femme peut permettre de tenir un peu les cordons de la bourse et offrir des vacances aux enfants, moi ça me choque pas. Et vous, Mehdi? Alors moi je suis pas marié, donc j'ai pas cette difficulté. Si vous étiez marié? Ah non, ça m'embêterait. C'est mon argent. Je veux dire, je fais ce que je veux avec mon argent, elle fait ce qu'elle veut avec son argent à elle. Donc je trouve que ça fait très adolescent. Ce ne sont plus vraiment des adultes. Il y a un auditeur qui me dit quand on regarde la santé financière du Japon et celle de la France, il n'y a pas photo. Mais je rappelle que les femmes ont eu le droit d'ouvrir un compte et d'avoir un chéquier en 1965. Au niveau du pouvoir politique, c'est très coopté. Il n'y a pas de parité, c'est très coopté par les hommes globalement. Et un IBAN seulement pour pouvoir percevoir leurs prestations, leurs allocations de la CAF, il y a seulement 5 ans. Oui, c'est vrai. Donc voilà, moi c'est un extrême à un autre, évidemment, il faut pas forcément aller là-dedans. Moi je suis pour que la femme puisse gagner son argent, puisse être indépendante comme l'homme puisse l'être, et que pour les charges communes, on partage. Et peut-être partager à hauteur proportionnelle aussi, parce que s'il y en a un des deux qui gagne plus, et pas forcément l'homme, peut-être que la femme, si elle gagne plus que l'homme, devrait participer. Chez les agriculteurs, la femme est très importante, c'est souvent elle qui gère l'exploitation financièrement. C'est souvent elle qui fait tout l'administratif et toute la paperasse, effectivement, et elle a été pendant longtemps insuffisamment reconnue, parce que moi je me souviens de ma grand-mère, elle était conjointe, on appelait ça les conjoints collaborateurs. En fait, ils n'avaient pas un vrai statut, ils travaillaient sur l'exploitation elle travaillait sur l'exploitation autant que les hommes, plus elle faisait tout l'administratif à côté, et à la fin elle finissait avec une retraite de 300 €. Alors on a un peu amélioré les choses, mais c'est encore pas fabuleux. Mais aujourd'hui, les femmes ont un rôle à part entière dans l'agriculture, parce qu'aujourd'hui elles sont agricultrices à part entière pour la plupart du temps. Mais c'est vrai qu'on a passé de nombreuses générations, la génération de mes grands-parents, même de mes parents, où elles n'avaient pas de vrai statut, elles n'étaient pas installées avec leur mari, elles étaient juste conjointes collaboratrices, mais elles faisaient largement autant de boulot que le mari. Elles géraient effectivement beaucoup l'administratif et les finances, oui, bien sûr. J'ai 2 chiffres pour abonder dans votre sens, Jean-Baptiste. C'est le revenu moyen à la retraite d'une femme qui a été agricultrice, 711 €, 780 € chez un homme. Donc là aussi, même dans ce métier, même si la femme a un rôle essentiel, il y a une disparité quand même qui est. Ça a été beaucoup moins que ça, mais oui, bien sûr. Et les femmes jouent un rôle essentiel. On joue un rôle essentiel dans l'agriculture et jouent de plus en plus un rôle essentiel. Moi, je suis prof en lycée agricole, comme je le disais aujourd'hui. En BTS, production animale, c'est-à-dire des futurs éleveurs et éleveuses, j'ai 2 tiers de filles et 1 tiers de garçons. Ça a augmenté cette proportion avec le temps? Ça a augmenté. Avant, c'était des promotions quasiment exclusivement masculines, et depuis 5-6 ans... Donc l'agriculture se féminise de plus en plus. Oui, et notamment dans les études supérieures, BTS ingénieurs, on a beaucoup plus de filles que de garçons aujourd'hui. C'est très bien. J'ai même vu un reportage, en faisant mes sélections, d'une machine qui retourne le mouton pour pouvoir lui couper les ongles, parce que la femme n'a pas le poids de retourner le mouton. Je savais pas que ça allait jusque-là, en fait. Mais c'est pas que pour les femmes, c'est pour les hommes aussi, parce que les troubles musculo-squelettiques en agriculture, c'est un gros problème. Et effectivement, je fais de la conduite ovine, donc je suis bien placé pour savoir. Effectivement, pour la tonte ou pour les taillages d'ongles, effectivement, maintenant on a des cages exprès pour pouvoir les retourner. Déjà, c'est moins traumatisant pour la brebis, parce que il y a moins de risque de mauvaise manipulation. Et effectivement, ça permet à n'importe qui, avec n'importe quel physique, de s'occuper d'animaux. Il y avait un sujet assez formidable sur TF1 sur les machines autonomes
et l'intelligence artificielle. C'était beaucoup de femmes qui étaient interrogées. D'ailleurs, le métier se transforme. La robotique va révolutionner l'agriculture dans les années qui viennent, que ce soit au niveau de l'élevage et aussi au niveau des grandes cultures et des céréales. C'est effectivement quelque chose d'hyper intéressant. Et oui, on a de plus en plus de femmes agricultrices, et tant mieux. Et on a de plus en plus de femmes qui encadrent l'agriculture, et tant mieux aussi. Et je peux vous dire que les filles, moi en BTS, c'est de loin les plus douées à ce niveau. Oui. Vous êtes au Cousaille. Voilà. Vous avez appris ça. Bon, écoutez, on va peut-être se retrouver dans un instant pour commenter l'actualité. On va revenir sur cette marche hier qui a beaucoup fait réagir. Marche en l'honneur de Quentin. Avant-hier, oui, j'ai dit hier, vous avez raison. De Quentin Derenque, avec des réactions à l'étranger. Et puis la France insoumise qui persiste et signe. Alors, leur gros argument ce matin, un petit peu partout, c'est de dire l'employeur n'est pas responsable des actes de ses salariés pour essayer d'exonérer sur le temps de travail, si. Sur le temps de travail, si. Puis il y a quand même 2 assistants parlementaires. Il y a un stagiaire. Il y a un stagiaire et 2 assistants, donc ils sont 3 à avoir été mis en cause. Et puis je rappelle que la Jeune Garde est quand même directement liée à la France insoumise. Il ne faut pas l'oublier. Puis on parlera du Mexique et de cette violence après la mort du patron d'un cartel, du plus gros cartel. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Cette semaine, réveillez-vous avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous pour commenter l'actualité avec Anthony Martin-Smith. On vous retrouve tous les samedis à 20h30. Faut que ça change sur Sud Radio. Vous pouvez évidemment réécouter le podcast. Kevin Bossuet, diplômé en histoire contemporaine. Mehdi Raïch, analyste politique. Et Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie, ancien agriculteur, ancien député et enseignant en lycée agricole. La mort de Quentin Derenque, Paris convoque l'ambassadeur américain. Puis vous avez peut-être vu cet échange un peu tendu entre Giorgia Meloni et Emmanuel Macron la semaine dernière, toujours à propos de la mort de ce jeune homme. La marche pour Quentin, une marche qui s'est globalement bien passée. Il y a eu effectivement quelques incidents. On va en reparler, puis on parlera du Mexique et du salon de l'agriculture. Oui, on a choisi de commencer avec cet angle, avec l'ingérence, ou en tout cas la réaction américaine de Charles Kushner, ambassadeur américain en poste à Paris, puisqu'il a réagi à ce qui s'est passé, à cette mort, à ce lynchage de Quentin Derenque, et il est convoqué au Quai d'Orsay. Alors ça fait réagir jusqu'à l'étranger. On a Serge qui voulait réagir tout de suite. Bonjour Serge. Bonjour. Oui, en effet, parce que tout le monde trouve ça une certaine ingérence des États-Unis envers la France. Moi, je trouve seulement que les Américains, ils sont un peu inquiets de ce qui se passe. On a eu Charles Kirk qui a été tué par une personne. Ici, on a en France quelqu'un qui a été tué par l'extrême gauche. Enfin, je fais un raccourci rapide, mais comme Raphaël Arnaud, il est fondateur et il est machin, bon, etc., on va dire l'extrême gauche. Moi je trouve, mais Giorgia Meloni est aussi inquiète. Bon, je trouve que les pays s'inquiètent de ce qui se passe avec leurs voisins et leurs alliés, et je trouve ça plutôt sain. Je vois pas pourquoi on en fait toute une histoire. Ouais, alors je précise, l'administration Trump a dénoncé vendredi la violence politique d'extrême gauche après la mort donc de ce militant qui appelle à traduire les responsables en justice. C'est quand même pas courant que des pays interviennent sur des affaires comme celle-là. Oui, en effet, vous avez raison, c'est bien. Moi je trouve que c'est bien que les gens s'intéressent à ce qui se passe chez leurs voisins, parce que c'est une menace. C'est une menace. LFI prône que la police elle tue, et nous on prône, certains Français prônent que c'est LFI qui est pas dans l'arc républicain. Donc moi je suis désolé d'être à contre-courant de nombreuses personnes, mais je ne trouve pas ça condamnable, en tout cas de pouvoir le dire. Ils n'ont pas dit que la justice française est laxiste ou des choses comme ça.
ça. Ils ont dit que même ils s'inquiétaient de cette violence politique. Ce que nie la France insoumise ce matin. Échange sur TF1 entre Adrien Gindre et Éric Coquerel. Vous êtes venu nous dire lui dit le journaliste, que vous êtes les victimes. Éric Coquerel dit oui, aujourd'hui, nous sommes les victimes et ça vise à éliminer LFI. Kevin Bossuet. Enfin, on a enfin compris comment fonctionnait LFI. La France Insoumise, c'est une petite secte dirigée par Jean-Luc Mélenchon. À partir du moment où vous êtes d'accord avec le gourou, de toute façon, il vous couvrira automatiquement. Donc là, tous ceux qui soutiennent Raphaël Arnaud sont couverts. Raphaël Arnaud lui-même est couvert. Et on a vu le cas notamment avec Adrien Quatennens, qui avait été condamné pour violence à l'encontre de sa femme et qui était couvert par Jean-Luc Mélenchon du début jusqu'à la fin. Après, de manière globale, il faut arrêter de raconter des bêtises. Monsieur Mélenchon a été chercher Raphaël Arnaud. Monsieur Mélenchon a été chercher un homme qui est extrêmement violent, qui est triple fichier S, puisque ça rentre dans sa stratégie de conflictualisation. Il l'a dit lui-même. Il veut transformer le peuple français en peuple révolté, en peuple révolutionnaire. Donc il joue évidemment là-dessus. La vérité, c'est que monsieur Mélenchon a compris qu'il n'arriverait pas à accéder à la présidence de la République, donc il joue le chaos, donc il joue le conflit, il mise sans doute sur une élection du Rassemblement national pour ensuite jouer ce qu'il appelle notamment une bataille de rue. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, Valérie, c'est ce que j'ai vu sur certains médias. Le traitement médiatique, notamment de cette affaire. J'étais sur CNews au moment de commenter samedi la fameuse marche. Sur des chaînes concurrentes, on nous racontait que l'extrême droite était partout, c'était une marche fasciste, ce qui n'a aucun sens. Et l'inculture des journalistes, à un moment donné, on a entendu un chant scout, on nous a raconté sur certaines chaînes que c'était un chant fasciste. On a vu un chrisme qui était un symbole chrétien, on nous a raconté que c'était un symbole fasciste. À un moment donné, on a vu des drapeaux français ou l'hymne, la Marseillaise, on nous racontait que c'était l'international fasciste ou l'international réactionnaire. Je trouve que le travail journalistique n'est évidemment pas à la hauteur. Alors après qu'il y ait eu dans la manifestation apparemment un salut nazi, ça c'est une honte et il faut le condamner de toutes nos forces. Mais on ne peut pas associer l'ensemble des participants à quelques huluberlus néo-nazis, etc. Et enfin, j'aimerais dire quelque chose. Parce que Quentin avait 23 ans. Il est mort pour ses idées politiques. Il est mort parce qu'il a été frappé par une milice politique, par une milice d'extrême gauche. Et le fait que ça n'émeuve pas toute cette intelligentsia de gauche qui sont accroupis devant la France insoumise, moi ça m'émeut parce que je pensais qu'il y avait encore une gauche républicaine qui pouvait s'émouvoir face à la mort d'un homme. Non, vous avez une gauche républicaine qui se soumet à LFI, qui crache sur un cadavre encore chaud et qui pense à l'après, qui pense à la présidentielle, alors qu'on devrait tous être unis pour condamner notamment la violence politique et ce qu'a vécu cet homme. Et je le dis d'autant plus que quand Clément Mériquet est mort, j'étais le premier aussi à condamner cette violence-là. On ne peut pas mourir pour ses idées dans une démocratie. Alors Serge voulait réagir, notre auditeur. Qu'est-ce que vous voulez ajouter ? Oui, je trouve que c'est bien dit tout ça. Et en fait, ça me fait penser. LFI est très fort pour ça, pour dire que aujourd'hui c'est LFI la victime. Oui. Et on oublie Quentin. Et presque Quentin, il va nous dire bientôt qu'il l'a cherché quand même. Il était menaçant. Et il l'a bien cherché. On en est toujours là. Ça me rappelle les victimes du pogrom d'octobre 23. Le premier jour, tout le monde s'en est ému, plus ou moins, et les filles un tout petit peu. Et puis le lendemain et le surlendemain, non mais c'est étonnant. Et puis voilà. Et puis en fin de compte, les Israéliens qui étaient victimes, ils sont devenus auteurs de meurtres. Oui. Certains mettent un signe égal effectivement entre les deux. Mehdi Raïch, sur ce qui vient d'être dit. Sur l'ambassadeur en particulier. L'ambassadeur, oui, déjà l'ambassadeur, effectivement. Sur l'ambassadeur, le Quai d'Orsay a raison de le convoquer. Sur l'ambassadeur, le Quai d'Orsay a raison de le convoquer pour une raison simple, c'est que déjà, je pense que la France, diplomatiquement, elle est quand même en recul. On a vu ce qui s'est passé sur le dossier algérien. Alors après, c'est quand même un peu curieux quand on connaît la violence politique aux États-Unis, il y a eu ce qui s'est passé avec Charlie Kirk.
pour que les États-Unis commandent. Je sais qu'aux États-Unis, que ce soit Trump ou l'administration Trump, ils ont presque un réflexe pavlovien de déstabiliser l'Europe et donc aussi les Français. Donc c'est aussi une manière de le faire. Mais le Quai d'Orsay doit aussi montrer les muscles à un moment. Quand tu ne te fais pas respecter, à un moment tu dois quand même le convoquer. C'est juste une manière de se faire respecter. Pour moi, c'est du jeu diplomatique. Ça va pas plus loin. Tu le convoques et puis tu dis voilà un peu la manière aussi. Mais ça veut dire quand même quelque chose que les États-Unis, l'Italie réagissent sur un fait comme celui-là. Ça dit beaucoup de la manière dont la France est vue et perçue à l'étranger. Est perçue à l'étranger et de se permettre, ça rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire de se permettre de réagir sur une affaire. Mais ça montre aussi ce qu'est la France. Par contre, ça montre comment on est perçu à l'étranger. Alors allez-y. Je regardais, parce que je suis l'actualité de près, mais il me semble pas, notamment, que le gouvernement français ou Emmanuel Macron ait réagi sur ce qui s'est passé à Minneapolis et sur ICE. Pas plus que sur Charlie Kirk. Donc effectivement, quand ça concerne des affaires internes au pays, on évite, quand on a un gouvernement étranger, et d'autant plus quand on a un ambassadeur en poste dans un pays, de commenter l'actualité pour essayer de mettre un peu d'huile sur le feu, quoi. C'est un peu ça, je pense, qui est reproché. C'est plus ça, c'est d'avoir cette vision-là d'interventionnisme que quand ça arrange le pays en question, quoi. Mais Charlie Kirk, c'était des policiers. Non, c'était pas, vous avez raison, c'est pas des policiers, c'était alors, Anthony Martin-Smith. Alors déjà, juste, je veux revenir sur les propos de Kevin, secte et gourou, faut juste faire attention parce que... Ah non, j'assume. Oui, je le dis juste que voilà, ça pourrait être mal interprété et vous accusant en diffamation. Maintenant, juste pour avoir un deuxième regard sur cet épisode avec l'ambassadeur. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment intervient-il sur le territoire américain? Il intervient au moment du délibéré de la Cour suprême sur les taxes douanières. Avec cette énorme déception dont il ne s'est pas caché, Donald Trump, de se voir complètement débouté sur ces taxes. Et du coup, se mêler des affaires extérieures en disant regardez ce qui se passe en France, il y a quand même de gros problèmes de sécurité. C'est là aussi une façon de détourner l'attention de ses propres problématiques sur son propre territoire et également aussi de faire peser une autre menace sur la France, celle que pourrait constituer une insécurité majeure sur le territoire et qui pourrait conduire les États-Unis à davantage restreindre les politiques d'accès sur son propre territoire par la communauté française, mais aussi, si les taxes douanières venaient complètement à tomber, peut-être coller la pression sur le plan touristique et dire, écoutez, la France n'est plus un pays que vous pouvez visiter. Ouais. Alors moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ce qui a été dit. J'ai lu le message de l'ambassadeur, je ne vois pas le problème. Aux États-Unis, il y a une culture de la violence et l'ambassadeur a voulu alerter. Il y a quand même eu plusieurs assassinats de présidents. Monsieur Trump qui a essuyé une tentative d'assassinat. Je trouve que l'ambassadeur n'a pas donné de leçon. Il a juste dit attention à ce qui se passe, que ça ne devienne pas comme les États-Unis. En outre, quand je vois les macronistes nous dire que l'ambassadeur fait de l'ingérence, mais quand Monsieur Macron nous a raconté il y a quelques années que les dirigeants polonais ou que les dirigeants hongrois étaient des cerveaux fous qui mentaient à leur peuple. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient ici? Ils ne faisaient pas seulement de l'ingérence, il insultait des présidents, enfin des responsables politiques étrangers. Et Monsieur Barrot qui monte au créneau, voilà, c'est le seul moyen de faire un buzz médiatique parce que personne ne sait qui c'est, qui va à Harvard raconter après l'élection de Trump, mais venez en France, venez américains, etc. Évidemment qu'ils font de l'ingérence. La vérité, c'est que Monsieur Macron fait de la petite politique politicienne. Il parle d'international réactionnaire, comme pour nous dire, pour délégitimer les élections démocratiques qui ont lieu en Europe. Je suis désolé, Madame Meloni a été élue, Monsieur Orban a été élu. Il faudrait que Monsieur Macron accepte aussi les critiques. Et moi qui suis plutôt patriote, je ne prends pas ça pour une ingérence, je prends ça pour une mise en garde. Il y a une histoire américaine autour de la violence et je crois qu'on en fait un peu beaucoup. La vérité, c'est que Monsieur Macron et Monsieur Barrot sont en train de perdre pied totalement au niveau de la politique nationale, donc ils essayent de repolitiser, de se voir en camp anti-Trump. Tout cela est ridicule et de la petite politique politicienne et je pense que les Français ne sont pas dupes.
Ouais. Enfin, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais Orban, allez voir un peu ce qui se passe au niveau des droits de l'homme, des droits humains et de la démocratie depuis qu'il est au pouvoir et de la liberté d'expression. Quand des Français se plaignent aujourd'hui des dérives soi-disant autoritaires du pouvoir français et de l'État français, franchement, allez voir en Hongrie ce qui se passe. J'y vais souvent en Hongrie, je vois tout ça. On va revenir sur la marche pour Quentin de samedi. 0826 300 300. Qu'est-ce que vous a inspiré cette marche? Est-ce que vous avez eu le sentiment il y avait 3500 personnes à peu près? Est-ce que c'était une marche de fascistes comme j'ai pu l'entendre ce matin? 0826 300 300, à tout de suite. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on est avec vous sur Sud Radio et on commente l'actualité. On revient évidemment sur cette marche qui a eu lieu samedi, marche en hommage à Quentin de Ranc, une démonstration de force de l'ultra-droite. C'est ce qu'écrit l'AFP ce matin, où on fusait. C'est la dépêche AFP. La dépêche AFP, c'est sur ces termes, une démonstration de force de l'ultra-droite, où on fusait les slogans Antifa assassin, LFI complice. On rappellera que dans le même temps, il y a eu une manif à Rennes également, où était dit à bas les flics, l'État et les fachos. Oui. Voilà, donc tout ça quand même révèle un climat extrêmement tendu en France. On a Florian en ligne. Bonjour Florian. Bonjour Valérie, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez suivi, ce qui s'est passé samedi? Pour vous, est-ce que c'est une marche de l'ultra-droite? C'est un peu trop facile, je pense, de caractériser ça, parce que moi, en fait, la marche s'est finalement déroulée sans heurts. On est d'accord, et je pense que ça c'est une très bonne chose. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas oublier pourquoi les gens ils étaient là. Parce que c'est pas parce que c'était calme, et tant mieux d'ailleurs, et justement c'est génial qu'il y ait des manifs comme ça qui se déroulent dans le calme, mais il y a quand même la colère et la douleur. Extrême droite, extrême gauche, on s'en fout. Il y a quelqu'un qui est décédé. Voilà, il faut pas anesthésier ça. Faut pas anesthésier la colère et la douleur. Et on marche pas que en silence. Moi, je pense qu'il y a un ras-le-bol. De quel côté on s'en fout de quel côté on est. Il y a une attente de réponse. Il faut des actes. Et voilà, c'est pas parce que tout s'est bien passé que finalement il faut passer à autre chose. Non, mais on passe pas à autre chose. Et on en parle ce matin. Il y avait 3500 personnes, ce qui est un chiffre assez important. Alors, il aurait peut-être pu y avoir plus de monde, mais c'est vrai qu'il y a des consignes qui ont été données. Peut-être que des gens ont eu peur aussi d'aller à la manif. Je sais pas qui veut réagir. Kevin. Il y a eu des menaces et il y a des gens qui avaient des masques chirurgicaux parce qu'ils avaient peur d'être reconnus. Donc c'est quand même incroyable. C'est qu'on est dans une marche blanche et on est obligé de s'auto-censurer et de se cacher parce qu'on a peur, évidemment, des antifas. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont les conséquences politiques. Parce que dans 3 semaines, on en aura le cœur net. Quand il va y avoir des alliances, quand il va y avoir des appels au vote lors des seconds tours au cours des municipales. Par exemple, monsieur Attal, que vous connaissez bien, Jean-Baptiste, qui a appelé à voter pour la France insoumise, qui a quand même contribué à faire élire monsieur Arnaud et qui nous raconte aujourd'hui qu'il n'a pas fait cela. À un moment donné, il faudra que les macronistes se positionnent par rapport à LFI. Moi, mon positionnement, il a toujours été très clair. Il a été le même que celui d'Aurore Berger et de quelques autres. C'était ni RN ni LFI au deuxième tour et c'était très clair. Et moi, sur ma circonscription, j'ai refusé d'appeler à voter ni pour LRN ni pour LFI. Ça, c'est cohérent. Et j'attends de voir ce que va faire la gauche républicaine. Parce que quand je vois cette députée socialiste européenne, Aurore Lalucq, qui nous raconte quand même que face au Rassemblement national, elle serait capable de voter pour une chèvre, enfin, ça en dit long sur la perdition, finalement, de la gauche républicaine. Donc, même si la chèvre dit la police tue, on vote quand même pour la chèvre contre le Rassemblement national. Même si la chèvre tient des propos antisionistes et antisémites, on vote quand même pour la chèvre plutôt que pour le Rassemblement national. Même si la chèvre est triple fiché S, on vote quand même pour la chèvre plutôt que pour le Rassemblement national. Ça n'a strictement aucun sens. C'est un petit mot quand même pour Madame Royal qui parle, je crois, de présumé nazi. C'est-à-dire que cette femme qui a perdu la présidentielle, qui ne vit que dans le petit buzz politique, ne trouve rien d'autre que d'insulter notamment Quentin et d'insulter ses amis. Donc à un moment donné, cette gauche, il y en a un peu marre, je
trouve que cette gauche qui prétend incarner finalement l'héritage de Jean Jaurès ou de Léon Blum ne fait que cracher sur ces deux personnes qui n'auraient jamais soutenu la France Insoumise. Donc un peu de clarté, j'attends de voir ce qu'il va faire, et même à droite. Quand je vois par exemple monsieur Bertrand qui nous a raconté qu'il préférait voter pour les communistes plutôt que les identitaires, qui est plutôt extrêmement mielleux vis-à-vis de la gauche et qui veut casser les dents du Rassemblement national, j'aimerais bien aussi que cette droite se réveille et dise en effet que le cordon sanitaire c'est contre LFI. Monsieur Wauquiez l'a évoqué dans le JDD ce week-end. J'espère en effet que face à LFI, il y aura un appel à voter pour ce qu'il y a en face. Même si c'est le Rassemblement national. Vous avez le cas de Jérôme Gage qu'on a évoqué vendredi, qui traite LFI de parti raciste et qui dit dans le cas d'une présidentielle RN-LFI, je voterai. Alors attendez, Jean-Baptiste, vous l'avez Bertrand est très clair, je le connais bien pour le coup, c'est ni RN ni LFI, ça a toujours été son discours et sans aucune ambiguïté. Moi, ce qui m'inquiète énormément, je vais vous dire, c'est autour de ces discussions, de la radicalisation, de la polarisation du débat politique, c'est que pendant qu'on parle de tout ça, on parle ni des Français, ni de la vision, ni des programmes, et on est à 1 an de la présidentielle, et je peux vous dire, pour bien les connaître de l'intérieur, les politiques, il n'y en a pas un qui a commencé à bosser sur une vision de moyen et long terme pour notre pays, sur une vision de moyen et long terme sur un certain nombre de thématiques, dont l'agriculture, et tous sont dans ces polémiques à la con, excusez-moi, de se rejeter les tartes à la crème à la figure, entre l'extrême droite et l'extrême gauche, et de fait, on ne sert que LFI et le RN en faisant ça, parce que le citoyen français demain, je ne vois pas par rapport à quoi il se détermine, vu que personne ne fout rien quant à un programme réel, économique, politique pour notre pays. Donc vous êtes en train de dire qu'ils veulent se présenter sans savoir ce qu'ils vont faire. Ah de toute façon, vous avez 35 candidats au premier tour de la présidentielle aujourd'hui. Si vous me donnez le début de commencement d'un programme d'un des 35, je vous saluerai. Non, mais c'est ce qu'ils font tous. Et puis de toute façon, ça se voit quand on parle de polarisation, mais on parlait de la gauche républicaine, mais au fond c'est le même problème, c'est que la gauche est tellement faible aujourd'hui qu'elle ne peut pas exister sans Jean-Luc Mélenchon. Si on retourne sur le sujet des élections municipales, on parle de programme, il va se passer quoi à Strasbourg, à Nantes, à Lyon, à Bordeaux? C'est-à-dire que si la gauche veut tenter quelque chose, elle est obligée finalement de s'associer à LFI, parce que le PS est structurellement trop faible. Qui connaît un député PS? Si on demande à un Français lambda qui connaît les députés PS, François Hollande peut-être. Oui, bon, c'est le seul. Mais sinon, personne ne connaît. Par contre, tout le monde connaît Raphaël Arnaud, tout le monde connaît Sébastien Delegautte, tout le monde connaît Jean-Luc Mélenchon, tout le monde connaît Sophia Chikirou, tout le monde les connaît. Donc au final, la gauche aujourd'hui, elle est totalement assujettée à LFI. Et ça commence un petit peu à être la même chose à droite, où finalement la polarisation tourne autour du Rassemblement national et personne à droite n'émerge. Au fond, Bruno Retailleau, à part avoir été ministre de l'Intérieur, qui sait ce qu'il pense? Personne ne sait ce qu'il pense. Aujourd'hui, personne. Je suis désolé, personne n'est capable de me sortir un programme. Aujourd'hui, je rejoins Jean-Baptiste sur ce sujet. Pour moi, le politique aujourd'hui, il n'est que dans la prochaine élection, et je ne vois pas de vision à long terme. Non, mais je suis désolé. Alors, je suis pas d'accord avec ça. Monsieur Retailleau, c'est ce qu'il pense. Monsieur Retailleau connaît ses convictions. Là, il s'est lancé dans l'élection présidentielle. Attendez qu'il sorte un petit peu son programme. C'est encore un petit peu tôt. Alors après, qu'il y ait des problèmes de communication, que Monsieur Retailleau communique mal, qu'il aurait dû sortir du gouvernement soit plus tôt, soit plus tard, je suis d'accord avec vous, mais vous ne pouvez pas dire que M. Retailleau n'a pas d'idée. Il incarne quand même cette droite républicaine fière de ses valeurs, et je pense qu'on peut le mettre quand même à son actif. On ne l'entend pas. Sur l'immigration, tout le monde a des idées, mais il n'y a pas que l'immigration qui va décider du sort de notre pays, excusez-moi. Alors on a Corinne qui nous appelle de Bayonne. Bonjour Corinne. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Oui, alors moi je voulais intervenir par rapport. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la marche. Effectivement, on a vu des images qui n'étaient pas très jolies à voir. Ouais. On va pas mentir, mais c'est pas pour autant que les filles ont raison dans leur façon de faire, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, en fait, si on n'est pas d'extrême gauche, on est d'extrême droite, et si on n'est pas d'extrême droite, on est d'extrême gauche. Il y a vraiment un problème avec ça, parce qu'en fait, il y a tellement plus personne au milieu, et en fait, on en est à s'affronter pour savoir si le jeune homme qui est décédé, il était d'extrême droite, donc en fait, limite, il mérite. Enfin, il y a vraiment un truc qui est assez à vomir en fait en ce moment sur ce débat, parce qu'effectivement, la France insoumise est dans l'impossibilité de dire qu'en fait, de reconnaître qu'il y a eu une erreur de fait. Maintenant, effectivement, la marche qu'il y a eu là, quand on regarde les images, pour moi personnellement, le RN et LFI sont au même niveau. Voilà. Ouais. C'est mon point de vue à moi. Je respecte les gens qui votent RN et LFI. Par contre, moi personnellement, dernièrement, j'ai eu affaire à la haine et la colère des LFI, parce que j'ai eu le malheur de dire dans une émission de télé que j'avais honte d'avoir voté pour eux. Je peux vous dire que c'est très violent, vraiment.
Ouais. C'est très très terrifiant. C'est-à-dire que vous êtes pris la meute, qu'on appelle la meute sur les numériques. La meute, je m'y attendais pas. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu à participer plusieurs fois à des émissions où je m'en suis pris au Rassemblement National, ou au macronisme. Enfin, m'en suis pris. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je me suis jamais pris une vague de haine pareille. Et là, en fait, c'est vraiment, on m'attaque moi personnellement. Enfin, vous voyez, et vraiment, je suis outrée. Je pensais pas. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça. J'ai voté à LFI, moi, personnellement. J'en ai honte avec ce qui s'est passé. Ouais. J'en avais honte avant. Et là, par contre, ils ont passé un palier. J'irai pas voter extrême droite pour autant. Ouais. Mais le fait que, effectivement, le en même temps a fait que les extrêmes sont montés. Donc, les gens, en fait, ils savent plus où aller. Et du coup, les gens vont voter ou pour le RN ou pour LFI. Mais c'est pas vraiment conviction, en fait. Ouais. Justement, puisque vous voulez plus voter LFI, est-ce qu'ils s'associent au PS? Vous votez PS ou pas? Eh ben, alors je vais vous dire, à l'heure actuelle, moi je suis totalement orpheline. Hein. J'aimerais voter. Alors, moi j'ai voté à LFI. Avec 35 candidats au centre, vous n'arrivez pas à trouver celui qui vous plaît? Madame a raison, et je la comprends complètement. Il y a toute une partie des citoyens français aujourd'hui qui sont complètement ça fait beaucoup de chefs, il n'y a pas assez d'Indiens. Oui, mais aucune idée. Beaucoup de candidats, mais aucune idée développée et aucune vision, surtout développée pour notre pays, pour l'Europe, pour le monde globalement. C'est un vrai souci. Et Madame a raison. Moi, je m'y suis coltiné aussi à l'ultra-gauche, parce que il se trouve qu'en Creuse, on a le plateau de Millevaches où ont rapatrié tous les altermondialistes de Notre-Dame-des-Landes, et on a un noyau d'extrême gauche, et ils sont effectivement extrêmement violents. Pour les avoir pris en face, je peux vous dire que j'ai eu des tracts orduriers régulièrement quand j'étais député, et globalement, effectivement, dès que vous êtes à droite de LFI, vous êtes un fasciste. Ouais. Et en attendant, on parle pas non plus de Epstein. Mais donc on va se retrouver dans un instant, et soutien à notre consoeur Brigitte Boucher qui s'est pris une vague de harcèlement de masse vraiment énormissime pour avoir recadré Daniel Obono à propos du mot génocide qu'elle a employé à propos d'Israël, et ce qu'elle sur les réseaux sociaux, c'était très violent. Vit sur les réseaux sociaux est absolument sidérant, et rejoint ce que dit Corinne. Merci beaucoup Corinne de votre témoignage. On se retrouve dans un instant, on va parler de ce qui se passe au Mexique, du salon de l'agriculture également. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 11h. Alors on va pas jusqu'à midi, pardon. On va parler du Mexique. Mehdi Raïch, c'était votre coup de projecteur sur la situation au Mexique. Les images sont absolument terrifiantes. Mais on se rend pas compte de ce que c'est. Je pense un cartel à ce niveau-là. Alors donc il faut rappeler que le plus gros depuis El Chapo, c'est le plus gros narcotrafiquant qui a été abattu hier. C'est le cartel des Jalisco de Nueva Generación. Donc désolé pour un accent espagnol. Génération. Donc il a été tué par l'armée un peu plus tôt dans la semaine, et donc depuis le cartel cherche à complètement se venger. Il faut savoir qu'au Mexique, depuis les années 2000, il y a une militarisation totale des cartels. Il y avait un autre cartel qui était très historique, qui était particulièrement violent, j'incite pas les gens à regarder les photos, qui s'appelait Los Zetas, et qui a ensuite donné des mouvements paramilitaires. Donc ce sont de véritables petites armées. Ils ont leurs propres blindés, ils ont des snipers, ils ont des commandos. Donc ce sont tous des anciens militaires qui aujourd'hui font la guerre littéralement à l'armée, et qui n'hésitent pas à tirer sur les foules. Donc ils attaquent les hôpitaux, ils attaquent n'importe quoi. Les aéroports, les supermarchés, et là depuis hier soir, même des immeubles de particuliers. Voilà, donc les images de Puerto Vallarta, qui est un des grands lieux de vacances, en particulier pour les Américains, on a l'impression d'une ville en guerre avec des fumées qui s'échappent de partout. C'est une ville en guerre. À l'année, il y a plus de 400 000 morts liés au narcotrafic, donc de règlement de compte. Vous pouvez aller dans certaines grandes villes, donc on parle toujours de Tijuana, on parle de Mexico, mais c'est aussi un énorme enjeu, et là je pense qu'on se rend pas compte, mais les cartels ont complètement concurrencé l'État, et là ce sont des États dans l'État. Il faut savoir qu'il y a le cartel de Sinaloa, il y a le CNJ, donc je vais pas redire le sigle, et après il y a plein d'autres petits cartels qui contrôlent plein de territoires, et c'est impossible de rentrer sans avoir affaire à ces personnes-là. Donc aujourd'hui le Mexique, d'autant plus quand on voit la position de la présidente mexicaine qui dit mais je ne sais pas si on peut aller véritablement avec la violence avec eux, parce qu'ils finalement ils sont beaucoup trop forts. Donc quand on parle de narco-État, ou de la France qui devient petit à petit un narco-État, je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'est devenu le Mexique, mais c'est effrayant. Ils contrôlent la plupart du trafic mondial, ils sont tous sur la cocaïne, tous sur le fentanyl, qui est la drogue numéro 1 aux États-Unis, qui fait des dégâts absolument faramineux. Donc le Mexique, c'est le sujet qu'il faut regarder en ce moment, au même titre que l'Iran, et c'est peut-être un pays qui est en train de basculer, où on voit des organisations criminelles qui sont littéralement en train de faire vaciller l'État, et en fait qui sont juste plus fortes que l'État, et on ne peut rien faire à ce niveau. Mais au final, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose
qu'on commence à gérer les choses et si ça a commencé par cet assassinat-là, et est-ce que finalement ça donne pas raison à tous les discours qu'a eu Donald Trump sur le Mexique? Le Mexique, je suis pas un énorme spécialiste du Mexique, mais je pense qu'il y a eu des erreurs historiques faites au Mexique où ils ont jamais... Moi, je me souviens tout le monde connaît la série Narcos. Ouais. Et dans la série Narcos, à un moment, il y a cette espèce de mythe de Colombiens, Mexicains, et puis en fait, quand on sait ce que c'est le narcotrafic, quand je parlais des Los Zetas tout à l'heure, ils se filmaient en train de tuer des gens à la tronçonneuse, et ils envoient ça aux familles, et ils publient ça littéralement sur les réseaux sociaux. C'est ça le narcotrafic quand on a affaire à des cartels, c'est ce niveau de violence-là. Ils n'hésitent pas à tuer des enfants, ils n'hésitent pas à choper. Donc c'est absolument quasiment toute la vie économique. Alors pour revenir, vous allez dire que c'est mon obsession, mais pour revenir à l'agriculture, il faut savoir que la plupart des grosses fermes, notamment brésiliennes et sud-américaines, sont propriétés des cartels colombiens, mexicains, qui s'en servent pour blanchir l'argent de la drogue avec de la spéculation sur des animaux, avec des prix totalement délirants qui n'ont rien à voir avec la valeur réelle des animaux, mais ça sert à blanchir de l'argent de la drogue et des cartels, et ils sont propriétaires de la plupart de l'agriculture des pays du sud-américain. Et la manne financière est tellement énorme que vous ne pouvez pas concurrencer ce sont des industries criminelles. C'est-à-dire que ce sont des multinationales criminelles. On ne peut pas concurrencer ce type de choses. La corruption est telle que vous en arrivez à ça. Michel Goya, donc, qui est un ancien militaire, il dit le cartel, ce cartel est l'équivalent d'une puissante brigade d'infanterie française en nombre de combattants, et ceux-ci sont donc en train de mettre une grande partie du pays à feu et à sang. Et la question que posent certains auditeurs, c'est dans 10 ans en France, est-ce qu'on peut imaginer, si on ne fait rien, il y a déjà des quartiers qui sont sous coupe réglée, des narcotrafiquants. Vous avez des magistrats qui disent très clairement qu'on a perdu la guerre face au narcotrafic. Des gens qui ont quand même des informations et qui nous racontent que ça va être compliqué. En tout cas, je crois qu'il y a des élections municipales bientôt. Et je crois que parfois, il y a un entrisme des trafiquants de drogue au sein des municipalités. Et vous avez notamment certains maires qui font ami-ami avec les trafiquants de drogue parce qu'ils achètent la paix civile ou ils achètent des voix. Il faudrait un jour notamment faire le ménage aussi là-dedans. Et puis, moi, ce qui me marque, c'est qu'aujourd'hui, ça touche n'importe qui. Il y a des règlements de compte, mais vous avez aussi beaucoup de balles perdues. Le petit Fayez, Annie qui est mort, Sokaina, c'était à Marseille, qui sont morts. C'est-à-dire des gens qui vivent tous les jours dans la terreur, qui vivent au milieu des balles. C'était en 2007, la première fois qu'une cour de récréation à Sevran, en Seine-Saint-Denis, une cour de récréation a vu passer une balle dans le cadre d'un narcotrafic. Aujourd'hui, on en est à fermer des écoles, à déplacer des écoles, parce que ce n'est plus tenable, parce que le trafic de drogue est en train de bouffer ces quartiers. Donc à un moment donné, l'État, où est l'État? Comment voulez-vous que les gens aient envie de voter quand vous avez un État qui laisse ces gens complètement dans l'abandon, qui laisse ces gens face aux trafiquants de drogue, qui vivent un enfer quotidien? Il y a quand même Darmanin qui a essayé de mettre les prisons sur le narcotrafic et d'essayer d'évoluer sur les choses. On en revient à ta question de tout à l'heure, Gilles. Bien sûr. On en revient à ta question de tout à l'heure, Gilles. Ah oui, désolé, Anthony. Non. Moi, en tout cas, ce qui m'inquiète énormément sur le Mexique, c'est que les États-Unis pensent qu'ils pourront faire la même chose qu'au Venezuela. C'est pas la même chose. Alors que c'est pas du tout la même chose, et surtout là on a des forces armées, comme vous le disiez, Michel Goya, célèbre colonel éditorialiste télévisé, qui maîtrise les territoires, mais en profondeur. Là où l'armée n'ose même plus aller elle-même. Et donc, je ne vois même pas ce que pourraient faire les États-Unis pour essayer d'endiguer le problème. Ça me rend très inquiet. Et pour revenir sur ce que vient de dire Kevin, de voir que ça arrive sur notre territoire, c'est d'autant plus inquiétant, et que l'on laisse notre population livrée à elle-même. Là, je ne sais pas où on va. Oui, parce qu'on a vu plusieurs reportages, on les a reçus, on a reçu des journalistes dans l'émission Média l'année dernière qui montrent les armes de guerre qu'il y a dans certains endroits, dans certaines caves, à Marseille en particulier. En provenance d'Ukraine notamment. Pour rebondir sur ce que disait Gilles, évidemment qu'il y a des hommes politiques qui essayent d'agir. Monsieur Darmanin, qui a mis en place notamment les opérations Place Nette, qui a pu notamment à certains endroits démanteler certains trafics de drogue. Le problème, c'est que ça se reconstitue assez rapidement, et donc c'est très difficile de lutter contre cela. Et la mise en place d'une prison hyper sécurisée, je crois que c'est Vendin-le-Veil, c'est ça, où en effet ça peut fonctionner. Mais vous voyez bien que le problème, le terrain, le problème est plus large, et on a mis du temps à s'en rendre compte. Quand vous voyez que dans certains aéroports, il n'y avait même pas de scanner pour lutter notamment contre les mules, c'est-à-dire ces trafiquants de drogue
qui cachaient de la drogue, notamment dans les bagages, etc., et qu'on a mis du temps à mettre en place cela. Mais il faut bien comprendre que le trafic de drogue, c'est quelque chose qui est souterrain. C'est-à-dire que vous avez dans un quartier des gens, des petites mains qui contribuent notamment au trafic de drogue. Ça peut être la mule qui va ramener de la drogue, ça peut être le petit gamin qui siffle pour avoir un petit peu d'argent. C'est une organisation qui est intrinsèque à certains quartiers, et le problème, c'est qu'on n'ose pas agir parce qu'on essaye d'acheter la paix sociale, parce qu'on a peur que ça explose, et c'est le prochain ministre qui devra régler le problème quand ça explosera. Moi, j'avais été marqué pendant mes auditions, parce que j'avais fait une mission sur le cannabis, par les auditions notamment de commissaires des stupes, qui nous disaient effectivement que dès qu'ils ont démantelé un réseau, en fait, il y en a 3 qui se font la guerre pour reprendre le territoire, et donc c'est là qu'explose la violence en général, c'est là qu'il y a des rafales de calage, qu'il y a des morts et tout ça. C'est quand plusieurs réseaux se font la guerre pour reprendre la main sur un territoire qui a été abandonné par un réseau qu'on a démantelé. Donc ils ont un peu cette impression d'impuissance, c'est-à-dire que même s'ils démantèlent des réseaux, il y en a toujours suffisamment pour reconstituer un trafic à l'identique au bout de 6 mois, quoi. Donc c'était vraiment un sentiment d'impuissance qui était très fort chez eux, quoi. Je peux rajouter un point pour la situation au Mexique. Donc il y a l'élément de pauvreté. Donc le narcotrafic prospère sur une population qui est très pauvre, donc très fragile, donc il n'y a pas d'autres moyens. Précisément, c'est parce que ça vient dans les zones de pauvreté. Deuxième point, au Mexique, il y a quand même un sujet à prendre en compte, c'est que déjà c'est historique, mais il y a aussi le cartel des grands groupes pétroliers. Donc en gros, il y a les cartels pétroliers qui contrôlent une grande partie du pays, il y a l'État, et puis ensuite il y a les cartels de drogue. Et surtout, si vous avez des cartels de drogue ou des structures criminelles de ce type-là, c'est que déjà l'État est faible par définition, parce qu'il a failli à sa tâche. Donc si les cartels prospèrent, ils prospèrent sur le vide de l'État. Donc en fait, quand on pose la question de pourquoi ça arrive, en fait c'est parce que c'est une faillite totale de l'État. C'est déjà y répondre à la question. Quand vous voyez dans les quartiers que certaines organisations financent les livres scolaires, les fournitures et autres, c'est-à-dire qu'ils se substituent à l'État, c'est un para-État. On se retrouve dans un instant avec la suite de vos coups de cœur et de vos coups de gueule. On va parler du salon de l'agriculture, et puis on va parler de ce procès, une cour d'assises avec vous, qui a déclaré irresponsable Ousmane Diallo, ce Sénégalais qui a assassiné un jeune homme de 18 ans, jugé irresponsable. Et Elon Musk a tweeté, figurez-vous, en disant « How many times must this happen ?» c'est-à-dire combien de fois encore on va devoir supporter ça. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, deux sujets graves avec vous, Kevin. La cour d'assises de Seine-et-Marne, donc composée de 3 magistrats et de 6 citoyens, a déclaré Ousmane Diallo pénalement irresponsable. Rappelez-nous cette affaire. Oui, ça m'a profondément choqué. C'était en juillet 2021. Vous aviez un jeune homme qui s'appelait Théo, qui avait 18 ans, qui travaillait pour se faire un peu d'argent dans une agence téléphonique Bouygues. Et il y a eu un différend avec un client, un Sénégalais d'un peu plus de 60 ans, qui reprochait notamment qu'on lui ait facturé des communications à la hauteur de 93,62 €. Et qui a fait tout un désastre, notamment en lui disant « vous m'avez volé de l'argent, vous m'avez volé de l'argent ». Et ce Sénégalais est revenu dans la boutique et a poignardé Théo. C'est-à-dire que Théo est mort pour 93 €. Voilà où on en est. Donc évidemment, la famille dévastée, la famille qui attend beaucoup de la justice. 4 ans et demi de procédure. D'ailleurs, il y a eu une très bonne interview dans le Figaro de cette maman. Et finalement, à la fin, ça se traduit par quoi ? Ce Sénégalais était pénalement et jugé pénalement irresponsable par la cour d'assises. Donc ça veut dire circuler, il n'y a plus rien à voir, votre fils est mort pour rien. Et en plus, il y a toutes les questions qu'il y a autour, parce que cette personne a été condamnée en 2003 pour des violences. Pourquoi on a finalement on a accordé à nouveau son titre de séjour? Il y a aussi la question véritablement, est-ce qu'il a pensé son acte? Il faut quand même se dire que le matin même, il a regardé ses comptes pour voir s'il y avait eu un remboursement, puis il a dissimulé un couteau sur lui, puis il est allé jusque dans l'agence et il a poignardé Théo. Donc comment voulez-vous qu'une mère comprenne, qu'on juge que cet individu soit pénalement irresponsable? Et puis il y a eu plein d'affaires comme ça. Moi j'ai une pensée également pour Sarah Halimi, dont le meurtrier a été reconnu irresponsable. À un moment donné, il ne faut pas s'étonner
que les Français ne se reconnaissent plus dans la justice, que les Français soient écœurés. Donc je pense que l'irresponsabilité, je ne dis pas qu'il faut la mettre totalement de côté, mais peut-être qu'il faudrait resserrer cela. Parce que la justice, c'est aussi de s'occuper des victimes. La justice, c'est aussi de faire en sorte qu'il y ait un vrai procès et qu'on puisse faire son deuil. Et puis aussi, la justice, normalement, doit protéger la société. Parce que là, il va être mis dans un centre psychiatrique, mais il suffira d'un avis médical pour qu'il puisse ressortir, alors que cet homme est profondément dangereux. Donc moi, je pense que les Français sont écœurés de cette justice, les Français ne comprennent pas, et l'insécurité, ce sera véritablement un grand sujet lors des prochaines présidentielles, parce que ce qui se passe dans notre pays, l'impression que la France des honnêtes gens meurt pour rien et qu'on n'en a rien à faire, c'est un sentiment général dans notre pays, et à un moment donné, il faut vraiment des propositions fortes, parce que ça, c'est une honte, et vraiment, j'ai été révolté. Qu'est-ce qu'on fait s'il est réellement, il l'est réellement, vous avez quand même 3 magistrats et 6 citoyens qui ont jugé qu'il était irresponsable. Alors, donc ça fait partie, c'est la loi. Alors il y a eu 3... On peut pas laisser entendre qu'on l'aurait d'une certaine manière exempté de peine justement, artificiellement. Il y a eu 3 études, il y a 2 études qui ont débouché sur le fait qu'il serait irresponsable pénalement, et il y a une autre étude qui a dit que c'était partiellement irresponsable pénalement. Donc vous voyez bien qu'il y a même un débat au sein des psychiatres. Alors après, moi je suis désolé Valérie, sur des crimes graves, des cas graves, il faut rendre justice. Et moi, je suis désolé, l'irresponsabilité pénale dans ce cas-là, ou même dans le cas de Sarah Halimi, je ne trouve pas ça juste. On laisse les familles en déshérence. La maman a dit une chose, au moment où, dans le tribunal, on a dit que l'accusé était irresponsable pénalement, personne ne m'a regardé. On m'a tourné le dos. Et on laisse cette maman, après 4 ans et demi, dans une douleur atroce. Un gamin de 18 balais qui était là pour gagner sa vie. Donc à un moment, j'entends les bonnes consciences de gauche, mais les responsabilités pénales, etc. Non, à un moment, il faut que la justice soit faite. Et ce gamin ne peut pas être mort pour rien. Alors pour vous, Anthony, c'est aussi une autre affaire judiciaire qui vous a préoccupé. Les faits se sont produits mercredi dernier à Valenciennes, dans le Nord. La police municipale est appelée parce qu'une voisine a entendu des cris. Un homme forcené, armé d'un couteau, s'en prend aux policiers lorsqu'ils interviennent à son domicile. Il blesse le policier municipal qui cherche à le maîtriser et qui va faire usage de son arme, va tirer 3 fois sur la partie haute du corps et sera mis en examen ce samedi. Ces faits, s'ils sont graves, puisque cet homme armé de ce couteau trouvera la mort, forcément, il m'interpelle et nous ramène à ce qu'on avait déjà dit dans cette émission, la nécessité de la formation de la police municipale, qui devient plus que jamais cruciale, mais aussi le contexte juridique et le cadre dans lequel s'inscrit le motif de la légitime défense, qui n'a pas été retenu par le parquet, visiblement, pour ce policier municipal. 3 tirs. Manifestement, c'est qu'en faisant l'usage de son arme, il a paniqué. Et il a lui-même reconnu qu'il a eu peur pour sa vie et pour celle de ses collègues. Si on n'arrive même plus à entendre cela de la part de nos policiers et de ceux à qui on veut confier une arme, moi je suis profondément inquiet de savoir qui demain va nous protéger. Il ne faut pas s'étonner ensuite qu'on ait une recrudescence des refus d'obtempérer. Oui, alors le taser peut être un moindre, et c'est moindre tout là mal. le problème du cadre juridique, c'est qu'on nous dit que l'arme à feu doit être l'ultime défense et que la réponse doit être proportionnée. Mais c'est quoi la réponse proportionnée lorsque vous vous faites blesser par un couteau et que la personne a envie de vous tuer? C'est le taser, mais faut-il pouvoir l'attraper? La matraque peut-être, ou quoi? Un couteau? En fait, on serait couteau contre couteau. C'est quoi cette question de proportion? Et je pense que la proportionnalité de la réponse, c'est ça le problème juridique dans notre loi, qui constitue la légitime défense. Et également aussi pour le civil. Ne vous aventurez pas de vous défendre si on vous attaque. Oui, on a vu plusieurs exemples effectivement sur le sujet. Parlons du salon de l'agriculture avec vous, Jean-Baptiste Moreau. Alors c'est un coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur évidemment pour ce salon qui vous est cher. Oui, mon 30e salon en tant que, on va dire, acteur. Bon, j'en ai fait quelques-uns en visiteur avant, quand j'étais jeune, mais en tant qu'acteur du monde agricole.
Alors, les visites de politique, ça a toujours existé au travers le temps, et les relais médiatiques ont été plus ou moins importants. Mais enfin, cette année, c'est particulièrement passé sous les radars médiatiques, bon, à part sur Sud Radio qui est très présent sur le salon. Mais on y sera d'ailleurs vendredi, la matinale, la matinale de Maxime Liédo sera au salon. Demain, voilà, absolument. Donc, mais sinon, le samedi pour l'ouverture, d'habitude, il y a quand même les chaînes d'infos en continu sont quand même très présentes sur le salon. Et là, elles ont été plus ou moins absentes. Alors, je comprends que l'actualité était très importante à Lyon et sur la manif et autres, mais c'est révélateur aussi de ce que les agriculteurs, des raisons de la colère des agriculteurs, en fait. C'est parce que on leur dit tout le temps qu'on les aime, sauf qu'en réalité, dans les actes d'achat, on leur prouve jamais. Mais que ce soit les citoyens par leur acte d'achat ou les politiques aussi disent qu'ils les adorent tout le temps. Sauf que quand vient une campagne présidentielle ou municipale, il y a personne qui présente une vision ou qui a la moindre idée. On a une réforme de la PAC l'année prochaine. Je sais pas. Je connais aucun parti qui a une position sur la politique agricole commune, sur ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Voilà, donc et là c'est pareil, ils sont au salon. Alors certes, il y a pas les vaches, oui effectivement, et c'est effectivement l'ambiance est pas du tout la même que quand il y a tous les éleveurs qui sont présents. Donc évidemment que c'est très différent. Il y a des moutons, il y a des cochons, il y a des chevaux, il y a des lapins, il y a des chats et des chiens. Bon, mais évidemment, il manque les éleveurs. Alors il y a un certain nombre d'éleveurs qui montent quand même parce que c'est une grande fête et qu'ils ont envie de participer. Mais effectivement, il y a plus les réserves d'éleveurs derrière où on va boire l'apéro et on refait le monde pendant des heures, et évidemment que ça manque et que l'ambiance n'est pas du tout la même, et évidemment qu'on comprend qu'ils soient pas là de par la peur de propager cette maladie. Bon, on semble s'en être débarrassé. Moi j'attends le printemps pour en être bien sûr, parce que je me crierai victoire qu'au mois de juin, quand on n'aura pas eu de nouveaux cas de DNC. Mais globalement ce salon en fait il est pas vous trouvez qu'on manque d'enthousiasme et de soutien envers les agriculteurs? Oui, on manque de soutien, et surtout à un an des présidentielles, je suis catastrophé par la fainéantise et le manque de travail de l'ensemble des partis politiques, et j'inclus le mien. De toute façon, j'ai beau être au bureau exécutif, j'inclus le mien aussi assez facilement, mais tous les partis politiques, ils tapent dans le dos des agriculteurs, on vous aime, on vous adore, machin. Ben ouais, mais qu'est-ce que vous proposez en fait? Qu'est-ce que vous réfléchissez? Jusqu'à Bardella l'année dernière, qui faisait le tour des salons en disant dites-moi ce que vous voulez, je le mettrai dans mon programme. Ben non, mais je suis désolé, un homme politique, il a le devoir de réfléchir et pas juste de faire du buzz médiatique sur TikTok ou sur les réseaux sociaux, mais de réfléchir avec ses équipes et de proposer une vision à moyen, à long terme au pays, et notamment sur les questions agricoles qui sont des questions de long terme, parce que la souveraineté alimentaire, on l'a perdue, mais on va pas la regagner en 3 ans, hein, ça c'est pas vrai. Ça demande un certain nombre de politiques publiques à remettre en place, mais ça, il y a aujourd'hui, et à un an des présidentielles, absolument personne dans la classe politique qui a travaillé le début du commencement d'un programme pour l'année prochaine sur l'agriculture. Je parle que de l'agriculture parce que je parle principalement de ce que je connais. D'ailleurs, les hommes politiques s'en auraient à parler de choses qu'ils connaissent, ça éviterait qu'ils racontent n'importe quoi. Oui, Kevin, je voyais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Vous savez, j'ai grandi dans un village de 300 habitants, j'ai vu le travail des agriculteurs, j'ai vu à quel point ils se levaient tôt, à quel point c'était dur, c'était difficile. Et là, quand je reviens dans cette campagne, je vois des agriculteurs tristes. Des agriculteurs délaissés, des agriculteurs qui se demandent comment ils vont terminer le mois. Et puis après, il y a la grande parade du Salon de l'Agriculture, où il y a tous les hommes politiques qui défilent. Monsieur Attal, la petite souris des villes, qui va à la rencontre notamment des petits rats des champs, avec son petit ballot de paille, qui lui dit « Attention, vous allez voir, je vais tout changer. » Monsieur Macron, Madame Pécresse, Monsieur Bardella, tout le monde, et vous avez raison. Et à la fin, c'est de la communication. C'est devenu finalement c'est devenu un lieu de communication politique, et on se fout complètement des agriculteurs, et c'est une honte, et c'est un mépris total tout ça, parce que électoralement ils ne représentent plus rien. Et on a Madame Braun-Pivet qui a fait une jolie photo ce matin avec un petit mouton dans les bras. Mais ça, c'est la souris des champs. Et Madame la lutte avec une chèvre. Non, mais la communication politique, c'est bien. La communication politique, c'est bien et c'est utile, mais le problème, c'est que la politique se réduit aujourd'hui à uniquement de la communication et qu'il n'y a plus rien d'autre. C'est ça le problème. Ouais. Non, je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord avec ça. Perico ne peut être que d'accord avec ce qu'on vient de dire. On y sera demain sur le salon d'Occitanie. Et puis on va tout dire. Stand de l'Occitanie, absolument. Sud Radio, bien sûr. On aime les paysans, et Sud Radio, c'est la radio de la ruralité. Absolument. On va dire toute la vérité sur ce qui se passe dans nos campagnes. Là, je reviens sur la manifestation de Lyon. Il y a un paradoxe médiatique ce matin. Il y a les frustrés que Lyon n'ait pas été mis à feu et à sang. Et puis il y a ceux qui vous disent, il y avait 2-3 petits saluts nazis, mais c'est pas bien grave. On verra ça avec le sénateur Étienne Blanc, qui
qui y étaient. Et si les patrons avaient leur bureau un jour à l'Élysée, Monsieur Retailleau envisage de donner un rôle au MEDEF, pourquoi pas. On verra bien. C'est vrai que l'entreprise est importante pour la France et qu'on les aime. Et puis je recevrai Guylain Benessa qui a fait un documentaire sur l'Europe. C'est peut-être une partie d'explication de nos malheurs agricoles, nos vrais maîtres. Est-ce que la souveraineté nationale n'a pas totalement disparu sous les mains et les pieds des gens qui se sont emparés du rêve européen? C'est une excuse facile, on va dire, pour la politique française. Alors, vu le bilan, c'est pas si facile que ça, c'est surtout réel. Allez, voilà, merci. On vous retrouve dans un instant, Perico Légas, et nous on se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ça s'est passé dans les vraies voix Sud Radio. Et autour de cette table aujourd'hui, Françoise de Goave, est-ce que la France